Interstellar, on l'a créé du coup à la suite de Wine Bottle Club l'année dernière, enfin ça fait même un an et demi maintenant. Et en effet, c'est une marketplace, donc un site de vente en ligne de vin et de spiritueux sur lequel tu achètes tes bouteilles. Et tu as deux possibilités, soit tu te la fais livrer tout de suite, soit tu décides de la garder en stock et tu vas avoir dans ton wallet, donc dans ton portefeuille numérique, dans ta cave numérique, nous on préfère l'appeler comme ça, ton NFT, donc un jumeau digital de la bouteille. En moyenne, on dit que les grands crus, ça prend entre 6, 7, 8% par an. Moi, j'achète du Bitcoin à titre perso, début 2017, je fais un peu d'argent, mais je me dis, attends, moi j'ai fait de l'argent, mais un petit peu. Il y a des mecs qui en ont fait beaucoup plus. Et du coup, ces mecs-là ou ces nanas vont nécessairement vouloir dépenser leur Bitcoin et en faire quelque chose. Et à l'époque, je crois qu'il y avait une concession auto à Newport Beach de Lamborghini qui proposait à ses acheteurs de payer en crypto. Il y avait quelques affaires dans l'immobilier qui s'étaient faites, mais personne dans le vin. L'histoire du vin, elle est très ancienne, elle remonte même à avant. Le vin, il est produit depuis des millénaires. Donc il y a ce côté de partage ensuite, parce que voilà, les gens aiment partager dans des grandes tablées, etc. Les rois de France notamment. Alors le marché des vins et spiritueux en France, comme on le disait tout à l'heure, c'est la deuxième balance excédentaire à l'export après l'aéronautique et devant les cosmétiques, donc L'Oréal compris, etc. Et ça dépend des années évidemment, parce qu'il y a parfois moins de production, etc. C'est environ entre 5 et 7 milliards d'euros par an. Salut Louis, comment ça va? Salut, ça va et toi Andrea? Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu viens de Bordeaux. Ouais. C'est sympa. C'est combien de temps pour venir de Bordeaux à Paris alors? C'est avec plaisir. C'est 2 heures. 2 heures? Ouais, c'est rapide. Mais c'est justement ce qui fait qu'il y a beaucoup de Parisiens à Bordeaux aussi. Donc les Parisiens ne venaient pas à Bordeaux, il fait pas beau, etc. Non, c'est pas vrai, non, mais il y a une vraie communauté d'ailleurs de Paris qui vient. De plus en plus, ouais. Et l'inverse aussi, des gens qui sont à Bordeaux et qui vont travailler sur Paris, qui partent le matin très tôt. Là ce matin, j'ai pas pris un train forcément très très tôt, mais ouais, tu peux partir très tôt et arriver à Montparnasse à 9h. Ça c'est top. Donc non. Ça, ouais. t'es bien installé pour récupérer, parce que j'ai des fauteuils pour justement on est très bien dans un bon mood. Non, c'est parfait là, je pense qu'on est là pour un petit moment et on est très bien. Et c'est marrant parce que Bordeaux, j'ai l'impression que souvent il y a des effets de mode en province. Tu vois, par exemple, à un moment donné, c'était Lyon. Nous, on a ouvert un bureau à Lyon, on a beaucoup de gens qui aimaient ça. Et je trouve que récemment, vraiment, Bordeaux a pris une énorme hype. Tu sais pourquoi il y a autant de Parisiens qui veulent aller à Bordeaux? Il y a pas mal de raisons. Déjà, alors, Bordeaux, on l'appelait la Belle Endormie, parce qu'en fait, tu avais toutes les façades qui étaient noircies par la pollution et un certain nombre de choses. Et donc, du coup, la ville a été complètement rénovée. Donc, c'est ce qui fait certainement que dans les 10-20 dernières années, il y a eu un essor. Ensuite, tu as la proximité avec l'océan, avec le bassin d'Arcachon, qui n'est peut-être pas à Lyon. Ouais. La gastronomie, qui est à Lyon, mais à Bordeaux, elle est quand même assez exceptionnelle, parce que ça englobe tout le sud-ouest. Et évidemment, les vins. Et puis après, un autre paramètre, c'est que je crois qu'elle a été élue, Bordeaux, ville la plus attractive d'Europe par le Lonely Planet, c'était il y a 5-6 ans. Okay. Donc il y a pas mal de choses qui font que Bordeaux est une ville très attractive et je m'y plais plutôt là-bas. Et du coup, on va voir la transition, parce que ce matin, on va parler de Pinard. Ouais. C'est aussi reconnu pour ses vignobles, non? En France, est-ce que ça fait partie des principaux lieux d'exploitation de vignobles? Bien sûr, en France et même dans le monde. Bordeaux, on l'appelle même, c'est la capitale mondiale du vin. Parce que à la différence, le problème, tu vois, donc tu parlais de Lyon juste avant. Lyon, c'est plutôt la région de la Bourgogne. Il n'y a pas vraiment de capitale du vin de la Bourgogne. On dit la Bourgogne d'ailleurs, on ne dit pas Dijon, on ne dit pas Bonne, on ne dit pas Lyon, qui est un peu plus loin. Mais Bordeaux a vraiment cette identité parce que c'est le nom de la ville et c'est aussi le nom de l'appellation, donc du vin que tu vas faire dans cette région-là. Et Bordeaux, en effet, c'est le vin le plus connu en France et le plus connu au monde. Okay. Extrêmement exporté, etc., connu partout, et les amateurs en général commencent par Bordeaux. Tu vas à l'international ou n'importe, en général, Bordeaux, c'est un mot qu'ils connaissent s'ils sont amateurs de vin, quoi. Complètement, ouais. Hein. Bordeaux, tu commences par là en général. Okay. Tu sais, il y a un cheminement dans la dégustation du vin, quand quelqu'un commence à s'y intéresser, que ce soit un amateur, un collectionneur, etc. Il commence par Bordeaux parce que c'est les étiquettes les plus connues au monde. Ensuite, tu as un cheminement où tu vas aller dans des appellations et des régions un peu plus spécifiques. Bourgogne, évidemment, après, avec beaucoup plus de petites quantités, donc c'est un truc plus de connaisseurs, etc. Et puis après, tu as des pépites du Jura, même à l'étranger. Évidemment, il n'y a pas que la France, mais on commence par Bordeaux en général. En tout cas, je tiens à m'excuser à tous les auditeurs, parce que moi, je ne suis pas un grand spécialiste de vin. D'ailleurs, j'ai jamais eu ce truc. Tu vois, j'ai plein d'amis, par exemple, autour d'un déjeuner,
vont commander une bouteille de vin, vont se prendre un verre de vin, une bouteille de vin. Moi, j'ai pas ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai jamais bu de vin, tu vois, à table. Donc, je m'excuse que je m'y connais pas forcément, mais justement, je vais te poser des questions, je pense, de débutant. T'as une petite cave quand même, j'ai vu, mais j'ai une petite cave, mais intéressé, je commence à mettre un pied dedans. Mais non, si je dois dire un truc, il y a un vin qui m'a marqué, mais je me rappelle pas du nom, c'est ça le problème. Mais en fait, j'étais allé dans un relais château en Bourgogne, parce que j'y étais allé pour le mariage d'un ami, et j'ai bu un vin là-bas qui m'a scotché. Et je sais que c'était si j'avais forcément pris un bon vin de Bourgogne, j'avais demandé au sommelier de m'apporter la meilleure bouteille. Et j'avoue que ça m'avait marqué. Donc je pense qu'il y a une vraie gradation. Même moi qui m'y connais pas, quand on te met une vraie bouteille, tu sens assez vite quand même. Ce que tu dis, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est un peu l'un des grands problèmes. On y reviendra après peut-être dans le podcast, mais c'est un des grands problèmes du vin, c'est son inaccessibilité. Les gens trouvent toujours que c'est snob. Tu te dis, j'ai pas envie de rentrer chez un caviste, je vais avoir l'air un peu con parce que j'y connais rien. Le plus important dans le vin, ça reste un produit qu'on consomme, c'est qu'on kiffe le moment en fait. Donc c'est génial que tu aies kiffé ce moment. On s'en fout en soi que tu n'aies pas retenu le nom. Tu étais en Bourgogne, donc vraisemblablement c'était un vin de Bourgogne. Les vins de Bourgogne sont très fins dans la finesse, donc c'est des vins qui sont souvent excellents. Et le plus important, c'est que tu l'apprécies en fait. Donc après, oui, il y a des mots, il y a des choses à savoir un petit peu, mais il ne faut pas tomber dans l'ultra-snobisme du sommelier qui va te sortir de la poésie. Après, c'est très beau, c'est toujours très intéressant, mais le vin, ça reste, moi j'aime bien dire, c'est du jus de raisin fermenté, ça reste un produit de la terre, c'est simple. C'est cool de le déguster, d'apprécier le moment, avec un bon repas, etc. Trouver un bon pairing, par exemple. Tu veux vraiment démocratiser aussi, du coup, le vin, l'accessibilité. Est-ce qu'il y a des préférences dans le sens où, moi, par exemple, dans tous les vins, c'est que j'ai toujours consommé beaucoup de vin blanc, j'aime bien le vin blanc. Est-ce que les gens qui consomment vraiment beaucoup de vin ont des préférences ou généralement ils sont un peu tout moi j'ai tendance à me dire, tu vois, inconsciemment, je vais te poser une première question de débutant, que les spécialistes du vin souvent sont sur le vin rouge. Est-ce que c'est une connerie de penser comme ça? Alors, une connerie, oui et non. C'est vrai que dans le vin rouge, tu as une palette aromatique qui est très très large, mais dans les blancs également, tu as des très très grands vins blancs. Ce qu'on dit plutôt souvent, c'est par exemple que les rosés en général, c'est pas forcément quelque chose qui est très haut de gamme, etc. J'avoue que moi j'ai un peu cette idée reçue que Alors, le rosé, j'ai jamais vu des très grosses différences dans le rosé, quoi, on va dire, par rapport au vin blanc, où là, pour le coup, tu peux passer vraiment de 1 à 100, quoi. C'est plus une histoire de travail, parce que le rosé, en fait, finalement, vu qu'au départ, on l'a considéré comme, c'est le rosé piscine dans lequel tu mets tes glaçons, il y a eu moins de travail à l'époque, donc en effet, les rosés étaient plutôt moins qualitatifs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de maisons, de vins, etc., qui font des très grands rosés. Tu as des cuvées comme la cuvée Garus, Château d'Esclans, etc., qui atteignent des centaines d'euros. Donc on peut faire un bon travail sur le rosé. Mais en effet, c'est quand même sur le rouge et le blanc qu'on va apprendre le plus de choses, mais il y a des trucs intéressants dans le rosé aussi. Parce que sur un bon dîner, par exemple, tu vas te prendre, je sais pas, une bonne bouteille de blanc ou de rouge, mais peut-être pas de rosé, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je verrais pas le truc comme ça, mais. Alors, de plus en plus, Okay. mais c'est plutôt un truc peut-être après de connaisseur, parce que justement dans le rosé, il faut aller chercher telle ou telle référence. Mais pour te donner un exemple, moi j'ai fait une déguste avec le meilleur sommelier du monde de 97, c'était Forbrac. Et à l'époque, il disait que c'était complexe, même au bout d'un moment, de faire de la différence entre des grands blancs et des grands rosés. Donc en fait, finalement, même avec des rosés, tu peux arriver à avoir un truc top quali. Mais sur un dîner, tu peux même. T'as des rosés gastro, en fait, on appelle ça. Je pense que j'ai une mauvaise vision parce qu'effectivement, le rosé, pour moi, c'est le verre un peu piscine avec des glaçons que tu prends par exemple l'été sur la plage, un peu pour te rafraîchir. Et donc, du coup, t'es pas dans un moment de dégustation non plus. T'es plus dans un mode de rafraîchissement. Et donc, du coup, forcément, inconsciemment, ça tombe un peu dans cette catégorie-là dans ma tête, je pense. Ouais, dans la tête de tout le monde, mais on fera des dégustes de rosé si tu veux. Je te montrerai qu'il y a des super rosés. Ouais. Avec plaisir. Bon, on va faire la transition du coup sur la boîte du coup Intercellar. D'ailleurs, j'ai eu Maxime, ton associé hier, qui me disait que vous aviez créé un espèce de club justement pour organiser des dégustations pour les membres et ça. Je trouve ça super intéressant. On en parlera après. Je suis vraiment content de pouvoir parler de vin et spiritueux. On dit vin et spiritueux, parce qu'on va être les deux. Exactement. Parce que c'est dingue, parce qu'en fait, c'est un des plus gros marchés. Tu disais dans un podcast que c'est dans l'export, c'est devant les cosmétiques. Ouais. Et c'est le deuxième marché après l'aéronautique, non? Ouais, exactement. En export, en balance excédentaire à l'export. Exactement. Donc en fait, c'est un marché énorme. Et pourtant, dans la tech, le Web3, etc., en fait, peu adressé. Et donc voilà, je suis tombé fan de votre projet. Est-ce que tu peux nous présenter Intercellar du coup?
Alors d'abord, je te fais le petit disclaimer que l'alcool est à consommer avec modération. Ah oui, mais t'as raison. Je voulais te poser cette question au début du podcast, j'ai oublié. Ouais. Je me suis dit, on va parler d'alcool. Ouais. Est-ce qu'il y a une règlement? Est-ce que j'ai le droit de me lancer comme ça sur le sujet sans rien dire? Ouais, il Ok. y a aucun Je me souci. suis dit, donc- merde, on va me bannir sur Mais- YouTube. non, en fait, on est quand même sous ce qu'on appelle la loi E20, qui est une loi qui a été établie pour justement contrôler tout ce qu'on dit sur l'alcool, etc. Parce que l'alcool reste un produit quand même qui est dangereux quand il est consommé avec excès. Et il y a certaines choses qu'on peut faire et ne pas faire. Donc, notamment, en fait, montrer quand les gens dégustent que ça va être un produit qui va être... En fait, tu peux pas avoir des gens qui sont en train de déguster, de sourire, etc. Bon, là, en plus, on boit pas, on discute, donc il n'y a absolument aucun souci. Tu as le droit de faire de la dégustation assez formelle. Mais voilà, tu peux pas mettre en avant le côté le vin et les alcools et les spiritueux, c'est cool, c'est pas mauvais pour la santé, etc. Donc il y a des règles, mais... Le plaisir associé, quoi, c'est interdit. Exactement, faut pas le mettre en avant. C'est ce qui paraît assez logique, hein, d'ailleurs. J'avais lu que c'est marrant parce que ça me fait, je sais pas, tu vas me dire dans la réglementation si j'ai toujours le droit de parler de ça, mais qu'au niveau de la santé, en gros, que boire un verre de vin rouge par jour, ce serait potentiellement bon, je crois, pour la santé. Ouais. Là, on est border du coup sur ça. Enfin, Non, après moi je suis pas spécialiste Ok. là-dedans et je suis d'accord avec toi. Il y a parce que plein c'est d'études. du raisin à la base, en fait. Après oui, il y a la fermentation il y a la alcoolique. fermentation, C'est l'alcool qui est dangereux pour le côté. Alors l'alcool en lui-même est pas forcément bon pour la santé. Et après tu as tout le côté addiction, etc. Ok. Mais oui, alors ça pareil, je m'y risquerai pas, mais je pense qu'un verre de vin de manière occasionnelle est plutôt un bon vin. Tu verras après dans ce que je présente que moi je prône en fait le déguster et buvez moins, mais buvez mieux. Ça fait pas de mal. Ok. Voilà. En tout cas, donc Interstellar. Et donc voilà, je suis content de parler de ça. Parce que en fait, déjà la France est reconnue dans ce domaine-là. Et j'ai trouvé ça fou qu'il y ait finalement très peu de boîtes qui ont essayé de s'attaquer à ce marché-là, alors que tu vas nous le présenter. Ouais. Il y a tellement de peine, en fait, ce marché-là a tellement de problèmes que je trouve ça fou. Donc voilà, c'est la transition pour que tu nous présentes Interstellar. D'accord. Alors donc du coup peut-être que je me présente avant parce que avant Interstellar, moi ça fait pas mal de temps que je suis dans l'industrie des vins et spiritueux. J'ai commencé il y a quasi 10 ans, hein, ça va vite. J'ai 32 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc j'ai été pendant quasiment 10 ans ce qu'on appelle wine merchant en anglais, donc négociant en vin. Et ça consiste en fait à vendre les grands vins. Alors moi j'étais à Bordeaux pour le compte des châteaux, puisque en fait c'est un truc qui est scindé. Donc petit rappel sur comment en fait ça fonctionne dans la distribution des vins et spiritueux. Le système de Bordeaux est assez spécial. C'est que tu as les châteaux qui font le vin, c'est leur métier, ils savent faire le vin, et le vendre c'est un autre métier. Et c'était le métier qui était réservé aux négociants. Donc ça c'était mon métier, un peu businessman du vin. En gros, tu étais entre les châteaux et les distributeurs. Ouais, c'est ça. Ok, Alors, il y a donc une- t'as les- il y a- donc, t'es embauché, mais du coup, tu travailles pour les distributeurs et en gros, ils t'employaient pour aller trouver les bons vins. Non, alors Pas forcément. c'est l'inverse, c'est les châteaux en fait qui donnent des allocations et qui disent ok, moi je produis tant de bouteilles et je veux les distribuer dans le monde. Et ben du coup je donne un certain nombre de ma production, une certaine quantité de ma production à des négociants qui vont les dispatcher dans le monde ou à leur clientèle qui est spécifique, etc. Quand tu dis les châteaux, je me permets, je vais faire le débutant parce que je connais pas Non, vas-y. l'industrie. Il y a des châteaux, mais les vignerons, par exemple, il y a combien de types de producteurs? Parce je sais qu'il y a des châteaux qui font des grosses productions. Oui. Et il y a combien de types, de types de producteurs? Parce qu'il y a des vignerons, j'imagine, qui font des petites productions. Oui. Alors, t'as plein de types de producteurs différents parce que parfois, tu as des coopératives, là, c'est des vignerons qui vont se rassembler. Tu as ce qu'on appelle des châteaux, finalement, c'est une exploitation agricole, hein, c'est une exploitation qui fait du vin. Tu as des négociants qui vont faire du vin, donc acheter du jus à des vignerons qui, eux, ne font pas leur marque. Il y a plein de possibilités, en fait. Ok. Mais en règle générale, donc, dans le haut de gamme, le château à sa propre marque, ils ne vendent pas juste un raisin, il met une étiquette, etc. Et le négociant, en tout cas pour Bordeaux c'est le cas, est censé distribuer ce vin-là à travers le monde. Donc ça montre aussi qu'il y a quand même beaucoup d'intermédiaires et même dans la distribution c'est complexe. C'est marrant parce que moi je pensais que par exemple un château super connu d'un vin connu, qui pouvait peut-être potentiellement se passer de négociant tellement il est connu, tout le monde veut tellement travailler avec lui que limite on l'appelle pour avoir ses vins, tu vois. C'est là en fait qu'il y a une... C'est pas une aberration parce que le négociant a sa place, je vais t'expliquer quelle est la place, mais en effet, tu regardes des châteaux comme Margaux, des châteaux comme Mouton Rothschild, tout le monde les connaît dans le monde et en effet, ils pourraient presque vendre en direct. La seule différence, c'est que déjà, c'est un système qui est établi depuis très longtemps, donc il y a une certaine confiance, etc. Et il y a deux choses que vont rechercher les châteaux avec les négociants, c'est la logistique, parce que c'est un métier, et la granularité. La granularité, c'est le fait en fait de vendre ton vin à des gens très différents. Et
un château lui-même, avec une petite équipe de 5 ou 10 commerciaux, ne peut pas avoir cette granularité. C'est pour ça qu'il va chercher des négociants, parce que tu as un négociant qui va être spécialisé sur l'Asie, un autre qui va être spécialisé sur les restaurants aux États-Unis, j'en sais rien, ou un négociant qui va être spécialisé sur des acheteurs plutôt tech, etc., des jeunes consommateurs. Ouais, donc il y a un vrai sujet de granularité dans cette industrie finalement. Exactement. Pourquoi c'est mauvais, tu penses, pour un château, par exemple Château Margaux, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de rareté comme dans le luxe aussi? Ça me fait penser à ce sujet-là. Justement, de pas être. Parce qu'eux, ils veulent que ce soit granulaire, donc être à des endroits très précis, Oui. mais en même temps conservant de la rareté, donc ça doit être complexe d'allier ces deux choses-là. Ce que veut un château, c'est que le vin soit bu. C'est le plus important. Donc on le verra après, parce qu'il y a aussi une notion de valorisation. Ils n'aiment pas trop quand le vin il attend trop longtemps, mais en même temps, les deux sont liés. C'est-à-dire que on embraye un peu sur ce sujet-là, mais en effet, un produit qui a une production limitée, il va se valoriser dans le temps parce qu'il y a des gens qui vont le collectionner, etc. Et il va prendre de la valeur quand il se raréfie. Et pour qu'il se raréfie, il faut qu'il soit bu. Donc du coup, il faut que les gens boivent pour que le vin prenne en valeur. Donc tout ça est assez lié. Mais ce qui est important, c'est que le vin soit bu, parce que c'est un produit, c'est dommage. En fait, ça peut vieillir un vin 10, 20 ans, 50, voire même 100 ans parfois. Mais après, il faut qu'il soit bu quand même. Je fais une petite parenthèse encore, je vais avoir plein de questions parce que ça me passionne et vu que je ne m'y connais pas bien. Est-ce que le vin est périssable dans le sens, est-ce qu'au bout d'un moment, la bouteille, il faut la jeter ou ça peut se conserver en illimité du vin? Non, alors c'est dommage de jeter certains grands vins. Je l'ai dit sur un de mes réels et je me suis un peu tapé sur les doigts, mais en disant parfois, en effet, après il va décliner, il faut le jeter. Mais en effet, ça dépend des vins, ça dépend d'énormément de paramètres, des tanins, des cépages que tu utilises, etc. Mais grosso modo, il y a des tendances. Déjà, les grands vins en général sont des vins de garde. Donc tu vas pouvoir les garder 10 ans, 20 ans, 50 voire 100 ans parfois, assez rarement, mais sur des grands Saint-Estèphe, etc., souvent les vins qui ont beaucoup de puissance. Okay. Et une autre catégorie de vins qui se conserve très bien, c'est les vins qui ont du sucre. On dit souvent que le miel, par exemple, ça ne périme jamais. Par exemple, tout ce qui est sauterne, les vins qui sont liquoreux, ça, tu peux les garder quasiment indéfiniment. Ah, ok. Mais il n'y a pas de date de péremption sur un vin. Okay. C'est la question. Non, ce que je me disais, c'est marrant parce que plus le vin prend de l'âge, parfois, plus. Bon, je sais qu'il y a des années aussi, mais plus en gros, il peut prendre de la valeur dans le temps. Et en même temps, faut pas non plus dépasser une certaine date parce qu'après, pour les gens, tu vois, qui veulent investir, tout à fait, et stocker une bouteille, il faut qu'ils fassent gaffe aussi parce que peut-être que il reste que 2 années de vie de la bouteille, soit faut la boire, soit faut la vendre, mais sinon après tu perds ton actif. Oui et non. Alors c'est dommage parce qu'il faut la boire, la bouteille, mais après tu as plein de collectionneurs qui vont garder des bouteilles qui, en effet, si tu les bois, elles seront, à mon avis, un peu flinguées. Mais il y a une collection de bouteilles, ça même. Ok. Ouais. Ok, parce que l'actif en lui-même, de la rareté de la bouteille, c'est même plus une question de la boire là. Du coup, c'est. Après, oui, voilà. Après, c'est encore. On rentre dans une autre catégorie d'acheteurs, mais c'est dommage de pas boire une bouteille. Oui. Mais après, tu peux essayer de boire un Château Margaux d'avant 1900. Il y a des possibilités que ce soit très bon. Hein, voilà. Ok, désolé, je t'ai beaucoup coupé. Non. Je pense que les gens vont bien comprendre ce que tu faisais avant en tant que négociant, en tout cas. Et du coup, tu travaillais avec quel distributeur? Du coup, tu trouvais quel distributeur pour les châteaux? Plutôt des restaurants, plutôt. Alors moi, je travaillais surtout en Asie. Et c'est d'ailleurs là qu'a commencé vraiment mon goût pour le vin. Avant même de bosser en Asie, en fait, moi, comment je suis arrivé dans le vin? J'étais en échange universitaire à Shanghai. Là, on est en 2013. Ouais, c'est ça. Et j'avais des potes à ce moment-là qui, eux, étaient en stage. Ils étaient en stage dans le vin. Et je les voyais, ils étaient en train de vendre des grands vins dans des palaces à des riches Chinois. Et j'ai dit, putain, c'est génial ce métier. Ça permet de rencontrer des gens. C'est un beau produit, c'est la France, etc. Je veux faire ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à être négociant. Et je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais en effet, on était plutôt spécialisé dans cette société-là sur l'Asie. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à faire un peu de clientèle. Et en 2017, donc c'est là que vient un peu la tech là-dedans, c'est que moi j'achète du Bitcoin à titre perso, début 2017, je fais un peu d'argent, mais je me dis, attends, moi j'ai fait de l'argent, mais un petit peu, mais il y a des mecs qui en ont fait beaucoup plus, et du coup ces mecs-là, ou ces nanas, vont nécessairement vouloir dépenser leur Bitcoin et en faire quelque chose. Et à l'époque, je crois qu'il y avait une concession auto à Newport Beach de Lamborghini qui proposait à ses acheteurs de payer en crypto. Il y avait quelques affaires dans l'immobilier qui s'étaient faites, mais personne dans le vin. Donc j'ai dit, moi, vu que je galère un peu, en plus à l'époque c'était compliqué, 2017-2018, de trouver des nouveaux clients, je dis, vas-y, je vais vendre du vin en crypto. Et c'est comme ça que j'avais commencé. Dans cette boîte, j'avais créé la première plateforme, le premier site de vente de vin en ligne,
à vendre des vins en crypto-monnaie. Voilà. Ça s'appelait Interstellar. Interstellar, non, pardon. non. Interstellar, c'est le film. Interstellar. Ouais. C'est CE2LAR. CE2LR. Alors, c'était pas cette société-là. Cette première société, je l'ai revendue depuis. Tu voulais adresser tous les gens qui avaient justement du capital en crypto-monnaie et qui s'intéressaient au vin. C'était cette cible. Qui s'intéresse au vin ou au vin comme un marqueur social. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, les bitcoiners, les holders, etc. sont des nouveaux riches, pour la plupart en tout cas. Et c'est des gens qui, nécessairement, après, vont découvrir les belles choses, les montres, autour d'un dîner, ils vont être en face de personnes qui vont leur parler d'un Lafite Rothschild 90 qu'ils ont bu. Et nécessairement, tu te dis, vas-y, ça m'intéresse. Les cigares, pareil. Donc, ça rentre dans cette classe de produits, pour pas dire actifs, parce que ça reste des produits quand même spéciaux, c'est des produits qu'on consomme, etc. Le vin ouais. Tu disais dans un podcast, c'est des actifs alternatifs. Oui. Donc c'est pas vraiment des actifs, mais en même temps il y a des gens qui investissent et qui font, tu disais aussi dans le podcast, plus parfois 7-10% par an. Donc en fait c'est ce qu'on appelle alors on appelle ça les swag assets. Swag en anglais c'est silver, wine, art and gold. Donc tu as différentes classes de produits dans lesquels tu peux investir, mais le vin c'est quand même un actif vraiment à part parce que c'est un actif qui se consomme. Un peu comme les cigares. J'ai découvert ça assez récemment. Les cigares c'est un truc pareil, tu vois, j'y connais rien comme toi, tu connais pas grand chose en vin et je commence à m'intéresser parce que c'est un joli produit et c'est un peu le même principe que le vin. Mais donc j'ai eu ton associé hier au téléphone. Je sais pas si je pouvais discloser ou pas, on coupera au montage s'il doit le faire parce que c'est dans longtemps. Mais il me disait qu'il avait chopé des Cohiba et qu'en gros en France il n'y en avait pas grâce à des partenariats et que du coup finalement les cigares c'est un peu comme le vin aussi. T'as des cigares super rares et en gros qui peuvent prendre de la valeur aussi, quoi. Exactement, parce que alors ça je le savais même pas, mais les cigares se bonifient avec le temps. Donc t'as des grandes marques et t'as des allocations comme Cohiba. En fait c'est pareil, c'est un truc que tu retrouves pas partout parce que c'est des quantités limitées. Le Covid a beaucoup accéléré tout ça dans le cigare et dans le vin, mais en effet donc c'est pour ça que du coup le vin c'est quand même à part. Il y a tout c'est un produit qui est je veux dire, l'or, l'art, alors l'art c'est encore différent, mais il se consomme pas. Mais l'or, tu vas pas le bouffer, tu vas pas le contempler, il n'y a pas de travail derrière plus que ça. Il y a un travail d'extraction, etc. Mais voilà, c'est quand même à part le vin. C'est marrant, c'est un actif alternatif qui se consomme. C'est peut-être le seul actif au monde qui se consomme peut-être. Il y a le cigare, visiblement, c'est le cas aussi. Mais après non, je vois pas grand chose. T'as les sardines, je crois que tu peux vieillir, mais ça n'atteint absolument pas le savoir-faire du vin. T'as peut-être certains types de caviar. Le caviar, mais je crois pas que le caviar, je veux pas dire de conneries, mais je crois pas que le caviar ça vieillisse non plus. Mais donc c'est un actif à part vraiment. Et donc du coup de là, donc première société pour attaquer les gens qui veulent consommer du vin en actifs numériques, en tout cas qui veulent dépenser leur bitcoin. Et ensuite, du coup, est né Interstellar. Ouais, alors entre-temps, il y a une autre aventure. Alors au départ, c'est bien de comprendre aussi pourquoi j'ai fait ça au départ. Au début, c'était pur opportunisme, donc trouver des acheteurs qui avaient de la crypto. Ensuite, j'ai commencé à me dire, ok, peut-être que cette technologie, donc qu'il y a derrière, c'est la blockchain, peut-être qu'elle peut répondre à des problématiques, parce que dans le vin, il y en a quand même pas mal. J'avais déjà en tête Interstellar, on y reviendra après à toutes les problématiques auxquelles ça répond, mais avant ça, en fait, j'étais donc un petit peu dans le Web3, je rencontre Max, mon associé que tu as eu au téléphone hier, qui lui était déjà sur des projets Web3, il avait lancé un projet de traçabilité de dons, etc., avec la blockchain, et je lui dis, écoute, on se rencontre d'ailleurs dans un dîner réseau chez dans un vignoble d'ailleurs. Et je lui dis, il vit à Bordeaux lui aussi. Ouais, il vit à Bordeaux. Vous êtes tous les deux bordelais. Il vit à Bordeaux, lui il est alsacien, mais on s'est rencontrés à Bordeaux. Et il me dit, écoute, on commence à discuter. Et je lui dis, écoute, moi je suis dans un milieu qui est génial, qui est fascinant, mais qui est ultra old school. Toi tu es dans la blockchain. Moi j'ai déjà commencé à avoir une première expérience, j'ai vendu en crypto, etc. Viens, vas-y, on essaye de révolutionner un petit peu tout ça. Et il m'a dit, génial, donc je lui explique mon concept de marketplace. Et il me dit, c'est cool, mais avant de faire une marketplace, avant de faire un métaverse, etc., qui était pas mal à la mode il y a un petit temps, il m'a dit, d'abord, il faut créer une communauté. Et c'est en effet ce que je conseillerais d'ailleurs aux gens qui se lancent un peu dans le Web3, c'est avant de créer un truc dans lequel il n'y a personne, que ce soit une marketplace, un métaverse ou autre, il faut créer une communauté autour de valeurs communes. Tu vois. Et donc on a créé Wine Bottle Club, qui était notre premier club. Et là, de manière très simple, un NFT, donc un jeton non fongible, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire quelque chose que tu ne peux pas dupliquer. Un billet de banque, ça se duplique. Une maison, enfin dans un lotissement, peut-être c'est peut-être non fongible. Bon, c'est un mauvais exemple, mais le billet, c'est fongible. Okay. Et le NFT, tu ne peux pas le dupliquer, c'est sécurisé, etc.
Et donc, Oui, dans un billet de 50 euros, tu peux avoir un deuxième billet de 50 euros. oui, c'est le même. C'est fongible, c'est le même. Exactement. Et tu peux pas les différencier. Tout à fait. Donc les NFT, c'est pour créer des choses qui sont non fongibles. On y reviendra après, mais tu as différents types de NFT. On peut même en parler. En fait, Oui. tu as 3 types de NFT selon moi. Tu as les NFT au départ qui sont purement artistiques. C'est du coup, en fait, par ce côté de non-fongibilité que ça a commencé, en se disant, du coup, je vais créer des œuvres uniques. Tu as les fameux, les plus connus, les Bored Ape ou les CryptoPunk, etc., qui valent très très cher aujourd'hui. Le deuxième type, ça va être des NFT utilitaires. Donc là, c'est des NFT que tu vas pouvoir utiliser soit dans la vie réelle, soit même dans un jeu vidéo. Donc le club qu'on a créé, nous, c'est ce type de NFT parce que en fait, ce NFT donne des avantages, donc accès à des événements, ça donne des accès à des bouteilles exclusives sur une plateforme, etc. Donc ça donne des vrais avantages. Dans les jeux vidéo aussi, tu peux avoir une épée, par exemple, qui va être un NFT, elle est unique, mais tu vas pouvoir l'utiliser dans ton jeu. Donc tu vois, ça c'est un peu le deuxième type. Et le troisième type, c'est ce qu'on appelle les NFT phygital. C'est ça que fait Interstellar. C'est en fait, derrière un actif physique, on va mettre un NFT, ou inversement. Donc en fait, c'est Phygital, le mix entre physique et digital. Exactement. Voilà. Donc du coup, quand on achète une bouteille sur Interstellar, on peut recevoir la bouteille, mais on peut aussi décider de la laisser stocker chez vous et de recevoir le NFT associé à la bouteille. Et ce NFT, du coup, c'est comme si je possédais la bouteille. Et après, ce NFT, je peux le revendre, l'échanger, en faire ce que je veux, quoi. Exactement, mais t'es un bon avocat de Interstellar, t'as pas investi chez nous. C'est vrai que j'ai investi chez vous pour les gens qui nous écoutent. J'ai appelé Maxime hier pour qu'il me refasse un bon débrief que je comprenne bien. Non, mais visiblement, c'est bon, le message est bien passé. Et puis moi, je m'intéresse beaucoup au Web3 aussi de plus en plus. Et je trouve que le use case du vin, là, je vois pas d'autres cas en France aussi puissants par rapport à tout ce que tu viens de dire. C'est donc déjà parfait pour l'explication d'Interstellar, c'est exactement ce qu'on fait. Donc Interstellar, on l'a créé du coup à la suite de Wine Bottle Club l'année dernière, enfin ça fait même un an et demi maintenant. Et en effet, c'est une marketplace, donc un site de vente en ligne de vin et de spiritueux sur lequel tu achètes tes bouteilles. Et tu as 2 possibilités, soit tu te la fais livrer tout de suite, soit tu décides de la garder en stock. Elle s'est stockée dans un grand entrepôt en périphérie de Bordeaux. Un peu un Fort Knox du vin avec une température, une hygrométrie contrôlée, etc. Et tu vas avoir dans ton wallet, donc dans ton portefeuille numérique, dans ta cave numérique, nous on préfère l'appeler comme ça, ton NFT, donc c'est un jumeau digital de la bouteille. Et en effet, tu peux l'échanger, tu peux le revendre, ou, et c'est le plus important comme je disais tout à l'heure, si tu veux déguster ta bouteille, tu remplis un formulaire, tu te fais livrer dans plus de 40 pays, et le NFT est détruit à ce moment-là. Ah, le NFT, au moment où tu consommes la bouteille, il est détruit ? Au moment où tu reçois la bouteille, parce qu'en effet, tu peux pas avoir les deux. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Donc, non, je pensais que oui. Parce qu'à partir du moment où la bouteille est envoyée, le NFT disparaît. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, parce que sinon, ça veut dire que tu pourrais continuer à le revendre alors que tu as la bouteille chez toi. Ah, très clair. Donc, voilà. Et j'ai vu une stat que tu donnais dans un podcast. Il y a plus de 50% des bouteilles haut de gamme en Asie qui sont des contrefaçons. Cette stat m'a complètement choqué. C'est qu'en fait, tu as plus d'une chance sur 2 si on t'apporte un Château Margaux, un Pétrus. Ouais. T'as plus de chances qu'elle soit fausse en Chine, ouais, c'est un truc qui coûte d'ailleurs très cher à la filière. Je crois que c'est plus d'1,5 milliard d'euros sur les vins en Europe. C'est un énorme déficit. En effet, donc pour préciser la stat, c'est environ 30% dans le monde des grands crus. Donc grands crus, c'est les 150 plus belles marques de vin au monde qui sont contrefaites. Et en Chine, en effet, si tu prends l'exemple de Pétrus, de Romanée Conti, Margaux certainement, c'est 60 à 70% des bouteilles qui sont des fausses. Il y a un vrai... Dans le monde, là, tu parles ? Non, là, c'est en Chine. Ah, là, c'est en Chine. Ouais, parce que tu as dit et plus de 30%, c'est dans le monde. Ouais, dans le monde, sur la globalité des grands crus. En fait, mais est-ce qu'il y a des pays vraiment où le taux est à 0 ou pas du tout ? Par exemple, je sais pas, tu vas... je sais pas, au Canada par exemple. Oui, après, parce que alors plusieurs choses déjà dans les pays où c'est produit. Donc par exemple en France, il y a quand même globalement beaucoup moins de faux. Et ensuite, tu as des pays avec des monopoles d'État qui importent le vin, que ce soit en Scandinavie, au Canada, même aux États-Unis, c'est très contrôlé. Okay. Donc il y a quand même beaucoup moins de chances d'avoir des faux, mais il y en a quand même. Puis après, il y a le gros problème aussi que les pays qui arrivent à avoir des faux, après ils peuvent les exporter, ça se mélange dans le. Exactement. Dans le c'est une perte énorme pour les marques, ça du coup. Complètement. Parce que ça tue le niveau de rareté. Ouais. Alors, il y a toujours ce débat, je crois que je l'ai entendu d'ailleurs pour les montres Rolex, où finalement, les marques, évidemment, elles combattent la contrefaçon, c'est une évidence, parce que finalement, quand quelqu'un va goûter ton produit et qu'il n'est pas bon et qu'il ne correspond pas à la marque, ça peut être un vrai problème pour l'image. Oui. Mais en soi, là, je prends l'exemple de Rolex. Dans le vin, je pense pas que ce soit le cas. Mais Rolex, finalement, n'est pas si mécontente, parce que ça fait en sorte que la marque soit connue dans le monde entier.
Les gens portent des Rolex, les gens parlent des Rolex, il y a de la contrefaçon. Donc je dis pas que je suis 100% d'accord avec toi, mais finalement ça participe en fait à la diffusion de ton image de marque, parce que voilà, il y en a Mais donc, beaucoup plus. sur ce point-là, la blockchain, c'est le truc idéal pour la traçabilité, l'authenticité des produits. Ouais. C'est pour ça que je trouve que le use case du vin, la blockchain ne peut pas mieux répondre à une industrie que celle du vin, où c'est peut-être un des secteurs où il y a le plus de contrefaçon, parce que par exemple, tu prends l'univers du luxe, Ouais. je sais pas, les sacs Louis Vuitton, les marques comme Dior, etc. Je pense que les stats sont plus faibles quand même, même largement. Il y a Il y en a au Rolex même, hein, mais je pense que tu dois avoir des contrefaçons, mais c'est... je pense que Ah c'est ouais costaud. Ah ouais, Rolex, Louis d'accord. Vuitton, ah ouais, c'est énorme hein, les contrefaçons. Je pense que c'est même pire. Hein. Ah oui, oui. Le problème, c'est que tu t'en rends Vuitton, compte. En fait, je sais pas, par exemple, quand tu vas dans certains pays, quand tu vois des fausses Rolex, je sais pas, tu t'en rends compte assez facilement. Oui. Je me dis, alors que le vin, faut ouvrir la bouteille et la déguster pour savoir, tu vois. Donc, il y a un... parce que tu as des bons et des mauvais faussaires. Donc l'exemple le plus connu, c'est Rudy Kurniawan. Je crois qu'il est malaisien d'origine chinoise, à vérifier. Mais il est considéré comme le plus grand faussaire de tous les temps. Et en fait, le mec, ce qu'il faisait, ce qui est alors assez malin, c'est qu'il faisait de la contrefaçon de haute qualité, comme il existe dans les montres, etc. Parce que tu as deux possibilités pour contrefaire une bouteille. Soit, en fait, tu crées une bouteille ex nihilo, etc. Et souvent, tu as des défauts sur la bouteille parce qu'elle ne ressemble pas vraiment. Soit, je ne sais pas de quelle manière, ils vont se procurer des bouteilles vides et les remplir avec un autre jus. Mais là où il n'était pas mauvais, c'est qu'au lieu de remplir sa bouteille de Pétrus, par exemple, avec un vin à 5 euros, ce qui fait en fait qu'après la mascarade est découverte très rapidement, il mettait quand même des Pomerol, donc des vins de la même appellation que Pétrus, et plutôt des bonnes bouteilles, des bouteilles à 50, 100 euros, parce que finalement, faire la différence entre un vin à 5 et à 50, évidemment, c'est plutôt simple, mais entre un vin à 50 et un vin à 3, 4 000, parfois après, c'est la rareté et le marketing. Donc en fait, il faisait des belles contrefaçons, il s'est fait gauler en proposant un millésime, alors c'était pas le roi, je sais plus de quelle maison de Bourgogne, qui n'existait pas. En fait, cette année-là, le vignoble n'avait pas fait de vin. Et du coup, en vente aux enchères, le vignoble a vu qu'il y avait des vins de chez lui en vente, mais sur un millésime qui n'existait pas. C'est comme ça que le mec s'est fait gauler. Ah putain. Du coup, j'ai une petite question piège pour toi. Donc, si je vais sur Interstellar et que j'achète une bouteille de vin, comment être sûr que vous vous êtes pas fait tromper avant? Parce qu'en fait, du coup, si j'achète la bouteille, elle est stockée chez vous et j'ai le NFT du coup de la bouteille, comment être sûr que c'est la bonne bouteille? Voilà, c'est la question. Non, parce que du coup, il faut faire. Après, si vous travaillez directement avec les producteurs, il n'y a peut-être pas de souci, mais. Voilà, non, mais la question est très pertinente parce qu'en effet, les gens veulent savoir comment on fait pour savoir si c'est bien lié à la bouteille, etc. La première réponse, c'est qu'en effet, on travaille en direct avec les châteaux, ou en tout cas, on travaille toujours pour faire en sorte que la bouteille vienne directement du château. Elle n'a jamais fait un autre trajet. Elle vient du château, et elle arrive directement dans un entrepôt. Donc ça, c'est la première chose. Donc en effet, si après, tu n'as pas confiance en la marque, donc c'est pareil pour une boutique chez Rolex. En général, quand tu vas chez Rolex, ce sont des vrais. Donc ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, c'est que en fait, chaque bouteille va être adossée à un NFT particulier. Et elle ne peut pas. Il y a un code en fait sur la bouteille en elle-même, sur la caisse, quand elle arrive dans l'entrepôt. Et elle ne peut pas être assimilée à un autre NFT. Et dernier point, pour finir sur la confiance de l'utilisateur, il pourrait se dire, mais attendez, comment on est sûr par contre qu'il y a les bouteilles dans l'entrepôt? En fait, qu'ont mis en place d'ailleurs les échanges de crypto-monnaies, c'est un proof of reserve où on va diffuser en fait le stock en temps réel qui est effectivement stocké chez Dartes, qui est notre prestataire, qui est le numéro 1 mondial des vins et spiritueux. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir une parfaite transparence. Donc vu que vous travaillez directement avec les producteurs, il n'y a pas de risque. Du coup, ma prochaine question, c'est est-ce que vous faites du marché secondaire, mais qui ne serait pas passé initialement sur la première vente par Interstellar? Ouais. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui achèterait une bouteille mais pas par Interstellar à la base et qui la revendrait en marché secondaire. Toi, sur par Interstellar. exemple, tu as une bouteille, tu te dis, bon, tiens, celle-là, je veux la revendre, je veux la mettre sur la plateforme. Par exemple. Alors non, pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que ça poserait problème du coup. Alors oui et non, en fait, ça fait partie de notre vision, mais ça demande énormément de travail parce qu'il faut expertiser les bouteilles, etc. Il faudrait que vous ayez un service de contrôle en fait en interne sur chaque bouteille, quoi. Donc ça, c'est la vision 3. Alors en fait, pour l'instant, on est en vision 1 qui est mettre les châteaux en relation avec le consommateur. Voilà. Ensuite, la vision 2, c'est de faire intervenir sur notre plateforme pour avoir beaucoup plus de volume et d'expansion, de faire appel à des négociants qui
sont des négociants accrédités qui travaillent eux aussi avec les châteaux pour leur permettre d'écouler leur stock. Et il y a énormément de stock de vin. Donc ça, c'est un peu le label 2. On a signé, par exemple, nous, un partenariat avec Twins, qui est l'un des plus gros négociants de Bordeaux. Ils font 100 millions de chiffre d'affaires, ils ont pignon sur rue et ils ont que des vins extrêmement qualitatifs puisqu'ils bossent avec les châteaux. Donc ça, c'est le label 2 qu'on va mettre en place là. Et le label 3, à terme, mais ça demande beaucoup de travail, c'est ce que tu disais, c'est en fait d'aller chercher les vins de tout le monde dans le monde entier, parce dans le vin, il y a 2 problèmes qu'ont les acheteurs. C'est comment je fais pour acheter certaines références, donc le côté exclusif à location, et aussi de l'autre côté, tu as des mecs qui se disent comment je fais pour les revendre. Donc en effet, tu as une bouteille chez toi, tu veux la revendre, il faut l'envoyer, il faut qu'on l'expertise, donc ça demande du boulot. Donc ça, c'est la liquidité du marché finalement. Ouais, du coup, c'est un marché peu liquide, parce que je sais pas, quelqu'un qui a une très bonne bouteille au Japon, comment il revend je sais pas, encore une fois, un château Pétrus au Japon. Exactement. Tu peux trouver essayer. Un acheteur, c'est complexe. Ouais, tu peux essayer sur YouTube, sur eBay, de la main à la main. Tu as plein de possibilités, mais en effet, il n'y a rien qui est structuré. Et c'est ça que propose Intercellar, c'est qu'on structure le marché secondaire en permettant aux gens d'acheter des bouteilles. Et en fait, ils ont la garantie qu'elles sont des vraies quand ils vont les recevoir et qu'elles ont été bien conservées. Mais rien que ça, c'est énorme en fait, parce qu'en fait, si tu dis qu'il y a plus de 30% des bouteilles qui sont des contrefaçons dans le monde, et en Asie plus de 50%, rien que le marché asiatique, pour eux, c'est une aubaine d'être sûr de la bouteille. Par contre, sur le label 3, je me permets, mais pour moi, sur le label 3, pour vous, il n'est pas vraiment possible, parce qu'en fait, tu as dit que certains faussaires peuvent récupérer les bouteilles usagées. Donc toi, si tu récupères une bouteille de Château Pétrus, mais que le mec a changé le vin dedans, il a changé le bouchon et tout, toi, tu peux jamais l'exploiter parce que tu as la bonne bouteille. Donc, en fait, tu pourras jamais savoir si c'est une contrefaçon, tu vois. On est d'accord, c'est pour ça que ça a ses limites. Même le fait d'avoir de la traçabilité, en fait, après, une fois que c'est en circulation sur le marché, c'est pour ça que nous, on garantit la provenance, la conservation jusqu'au moment de la livraison. Mais en effet, après, c'est impossible à 100%. Alors, sauf peut-être un jour à mettre un marqueur chimique dans le vin, tu vois. Je sais pas si un jour c'est éventuellement possible. Mais là, c'est de la science, en fait. C'est l'idée, voilà, c'est que le produit physique, c'est toujours le plus compliqué, c'est de l'adosser. Donc, c'est tout ce qu'il y a avant la livraison qui permet en fait de garantir la provenance. Une fois que tu l'as chez toi, en effet, tu peux potentiellement le. C'est pour ça que je trouve que votre grande force aujourd'hui, c'est le fait d'avoir l'accès direct au producteur. Donc d'avoir une certification, une authenticité, une traçabilité des bouteilles. Complètement. Et dans un espèce de circuit fermé grâce à la blockchain, qui fait qu'en fait, tu es garanti quand tu vas sur Interstellar d'avoir les vins que tu veux. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la partie stockage. C'est con, mais en fait, personne n'a une cave pour mettre. Tu vois, si tu commences un petit peu à collectionner, déjà, même 50 bouteilles, c'est vite un bordel, tu vois. Ouais. Et donc, je trouve que ça, c'est une énorme force, le fait que vous proposiez le stockage. Et en fait, vous partez assez loin parce qu'il y a le Figital. Donc, en fait, je reçois le NFT. En fait, je pourrais avoir 50 NFT dans mon wallet et les 50 bouteilles stockées chez vous. Et comment ça se passe au niveau du coup donc si les bouteilles prennent de la valeur, mon NFT prend de la valeur aussi au moment de la revente, ça suit la valeur quoi. Bah oui, la valeur du jumeau digital, on essaye de ne pas utiliser trop les mots NFT. Okay. Alors soit par rapport à l'image qu'ont eu les NFT, soit tout simplement dans une logique de masse adoption. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est pas uniquement aller cibler les consommateurs de demain, même si ça, pour l'instant c'est notre force, c'est qu'il y a des consommateurs déjà aujourd'hui qui sont intéressés par notre service. Donc on essaie d'oublier un peu tous ces mots de Web3, de NFT, etc. Mais oui, la valeur du vin est corrélée à la valeur du jumeau digital, donc du NFT. Et est-ce que quand on se connecte sur Interstellar, je trouverais ça super sympa, il y a moyen de voir par exemple sa cave, tu t'as parlé de métaverse à un moment donné, moi j'aurais trouvé ça super cool par exemple, au-delà de la métaverse, de me connecter, d'avoir la liste de toutes mes bouteilles et d'avoir aussi le prix en temps réel et limite d'avoir une courbe de comment évoluent mes actifs, comme si en fait j'avais acheté de l'or et que je l'avais placé. Ouais. Je trouve ça super marrant ça en fait, il y a un côté un peu en tant que collectionneur, tu vois un petit peu tu vois, tes actifs monter chaque année. Alors, la valeur de tes actifs. C'est une très bonne remarque parce que évidemment c'est ce qu'on propose déjà sur Intercellar. Donc quand tu as tes NFT dans ton portefeuille numérique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'appelle MyCellar, ma cave. Et donc en fait tu peux déjà voir toutes les bouteilles que tu as dans ton portefeuille numérique et qui du coup sont stockées physiquement. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est en fait finalement un côté un peu gamification, parce que pour moi, petite parenthèse, mais la gamification, le côté entertainment est extrêmement important dans tous les secteurs, y compris dans des secteurs aussi traditionnels que le vin, parce que quand un consommateur aujourd'hui achète sur Internet, ce qu'il a envie, c'est de s'amuser et de prendre du plaisir à acheter. L'acte d'achat, en fait, vient finaliser tout un cheminement où il prend du plaisir, etc. Et même après l'achat. Donc nous, ce qu'on est en train de proposer, c'est évidemment d'avoir tes bouteilles qui apparaissent, ça c'est déjà le cas. Ensuite, d'avoir des statistiques, c'est toujours intéressant de savoir combien vaut ma cave, etc. potentiellement. Également, d'aller pouvoir en fait avoir une vision 3D de ta cave. Donc ça, c'est ce qui est en projet. Ah, ça va, ça. On a dans nos investisseurs,
on a levé plus de 2,5 millions d'euros. On a des patrons de grandes sociétés dans le gaming, Cross the Ages ou alors Sandbox, par exemple, la licorne française. Et cette idée, en fait, d'aller personnaliser ta cave, c'est un truc qui est central chez nous. Et justement, on lance là un jeton numérique, on pourra y reparler après, donc comme un point de fidélité. Et tu peux dépenser ce point de fidélité pour customiser ta cave. Donc en fait, en résumé, tu as ta cave, tu as tes bouteilles, tu peux les montrer à tes amis. Déjà, tu peux leur prouver, parce que tu as le jumeau numérique, donc le NFT, que ce sont bien tes bouteilles. Et ensuite, tu peux créer ton univers tout autour de ça. Trop bien, ça j'adore. Je visualise déjà bien le truc en mode métaverse où tu vois ta cave, limite un peu personnalisée avec les bouteilles, etc. Et limite en sélectionner une peut-être pour la zoomer un peu plus, là, tu vois, peut-être la faire tourner, la mettre plus en valeur. Ouais, en fait, tu as un socle, on peut tout imaginer. Tu as un socle en bois, tu veux celui en or, etc. Voilà, donc tu dépenses ton token. Donc ce côté est très important. Mais j'aime bien le côté aussi court, c'est-à-dire qu'en gros, tu construis ta cave petit à petit, un petit peu comme tu construirais ton portefeuille d'actions. Ouais. Tu vois, tu as des actions différentes, tu peux avoir du LVMH, du Total, etc. Là, tu pourrais avoir 20% de Château Margaux, 30% de, tu vois, et de voir l'évolution aussi globale. Je trouve ça super intéressant. Et alors, est-ce que c'est un bon actif, on va dire, je sais que c'est un actif alternatif. Est-ce que c'est un bon actif? Est-ce que tu as des stats là-dessus? C'est-à-dire que, il y a certains vins où, en gros, quand tu l'achètes, tu es sûr de gagner? Ou en gros, c'est un marché volatile en termes de valorisation? Alors, rien n'est jamais sûr, évidemment. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Je crois que c'est ce qu'on dit comme disclaimer dans l'investissement. C'est le cas aussi pour le vin. C'est pas parce qu'un vin a performé qu'il va reperformer. Cependant, de manière globale, les grands vins, ça reste un actif qui prend de la valeur dans le temps parce qu'il se bonifie. C'est un actif plutôt pépère. C'est pas de la crypto qui va faire 1000%, etc. Donc, en moyenne, on dit que les grands crus, ça prend entre 6, 7, 8% par an. Ça dépend des millésimes, ça dépend. Donc il y a énormément de petites choses à savoir. Okay. D'ailleurs, j'ai créé un guide sur l'investissement que vous pouvez télécharger, où j'ai résumé en une 30aine de pages ce qui, selon moi, fait partie des critères qui vont permettre à un vin de choisir un vin qui va se valoriser, etc. Tu me donneras le lien et on le mettra en dessous de la vidéo YouTube pour que les gens puissent aller le télécharger si c'est un lien. C'est une bonne première approche, elle est assez succincte, mais c'est ce que je voulais justement, quelque chose d'assez simple que les gens comprennent. Le lien aussi entre la consommation et l'investissement, parce que les deux vont de pair, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que les gens consomment pour que ça prenne de la valeur. Mais il y a plein de petites choses à savoir. Mais en effet, c'est un actif qui prend de la valeur. Et il y a des références qui sont plus spéculatives que d'autres. Tu as des grands crus, mais rien n'est garanti. Et je pense que là, moi, je pense en tant qu'investisseur et de manière macro, si la blockchain résout le problème de la contrefaçon et de la traçabilité, en fait, tout l'argent qui était perdu aujourd'hui par les marques va peut-être revenir chez les marques. Et donc, potentiellement, on peut se dire que dans les 10 prochaines années, grâce aux nouvelles technologies, le vin va, tu vois, le marché du vin va peut-être exploser, tu vois. Alors oui et non. Alors, enfin, t'as raison, mais alors pourquoi déjà les plateformes veulent utiliser pourquoi les marques veulent utiliser notre plateforme Intercellar? Premièrement parce que il y a ces questions de traçabilité, donc ça c'est tout à fait juste. Ensuite, il y a toutes ces questions de cibler une nouvelle clientèle. Le fait qu'on ait une expérience innovante, ça les intéresse parce que nous, en fait, on va targeter des nouveaux consommateurs. Et le troisième point, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour eux, mais finalement, c'est pas le plus important. Mais comme tu disais, ils peuvent, parce qu'en fait, sur le marché secondaire, après, il y a des frais. Nous, on prend une petite partie des frais et la marque peut récupérer des royalties, en fait, sur son marché secondaire. En fait, elle peut aussi décider de mettre des royalties très élevées pour freiner, par exemple, le marché secondaire si elle veut pas de marché secondaire. Mais ça, en fait, on redonne à la marque le pouvoir là-dessus, si tu veux. Ça, c'est intéressant. C'est énorme, ça. Ouais, c'est un point supplémentaire que j'avais pas. Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, quand un château vendait une bouteille, elle la vendait, on va dire, en one shot et ne touchait plus jamais d'argent. Grâce à la blockchain, en gros, à chaque fois que quelqu'un s'échange la bouteille, il peut retoucher une commission, par exemple 5% de chaque. Oui. Donc si la bouteille elle est revendue 10 fois, il va gagner la première fois, mais du coup ils vont pouvoir doubler limite leur chiffre d'affaires en fait sur un truc comme ça. Tout à fait. Alors comme je disais, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour eux. Ce qui est intéressant pour eux, c'est la data déjà, de voir combien de fois leur vin a été changé, dans quel type de portefeuille il va, où la bouteille va être livrée à la fin. Le côté argent et pécunier, c'est pas forcément ce qui les intéresse. Bon, mais évidemment, on crache jamais là-dessus, mais c'est vraiment le côté suivi de la distribution qui est intéressant. Mais en effet, comme tu le dis,
pour n'importe quel produit qui aujourd'hui est vendu une fois, bah, la marque, après, derrière, elle n'a plus aucun suivi, ni aucun revenu là-dessus. C'est comme des droits d'auteur, on va dire, droits d'auteur sur la bouteille. Mais par contre, si moi j'achète une bouteille sur un Tesla au producteur, donc j'ai le NFT, elle est stockée. Oui. Par contre, je récupère la bouteille, le NFT saute et après je le revends de mon côté. Oui. Là, il ne touchera rien là parce que le NFT est mort. Tu sors du système et en effet, comme on le disait tout à l'heure, bah, potentiellement tu peux la contrefaire, tu peux mal la stocker aussi. Il n'y a pas que contrefaire, mais tu peux mal Si stocker. je sors du système, là, ils peuvent plus toucher de royalties parce que je suis plus dans la blockchain. Bien sûr. En fait, à partir du moment où je récupère la bouteille chez moi, le NFT est automatiquement brûlé, donc je sors de la blockchain et donc là. Moi, je considère qu'un mec qui s'est fait, ou une nana qui s'est fait livrer la bouteille après l'avoir stockée sur Interstellar, c'est pour la déguster. Bien sûr. Il y a un autre point intéressant. Tu disais que le vin, c'est un des seuls marchés dans le luxe où en gros le producteur ne vend pas directement au consommateur. Par exemple, Rolex, tu as des boutiques Rolex, Ferrari, tu as des boutiques Ferrari, LVMH, tu as des boutiques Louis Vuitton. Mais le château, il a jamais pignon sur rue, t'achètes pas directement ta bouteille. Est-ce que avec Interstellar, vous voulez aussi redonner la main aux producteurs pour qu'ils puissent échanger directement avec leur consommateur final, on va dire? Exactement. Alors, pour donner des exemples, alors c'est surtout le cas à Bordeaux, en Bourgogne, etc. Il y a des schémas différents, mais à Bordeaux, en tout cas, par exemple, si tu vas chez Cheval Blanc, tu peux pas aller frapper, aller acheter à la boutique, c'est assez fermé. Il n'y a pas de boutique sur place. Donc en effet, tu dois passer par le système du négoce. Nous, notre objectif, c'est de créer un nouveau canal de distribution. Le but, c'est pas de tout révolutionner d'un coup. C'est une industrie, comme tu le disais avant, qui fonctionne très bien. C'est la deuxième balance excédentaire à l'export. Il y a des problématiques d'intermédiation, etc. Mais on ne veut pas tout remettre en question en l'espace de quelques années, etc. Je veux pas te faire trop d'ennemis peut-être aussi d'un coup, non, parce que non, mais parce que c'est un système quand même qui est mis en place depuis très longtemps, donc on n'a pas la prétention de venir tout révolutionner. Je dis souvent d'ailleurs qu'Interstellar, c'est pas une révolution, c'est une évolution, parce que déjà d'une, on n'a rien inventé, le fait de faire du stockage, etc., ça existait déjà, on y rajoute juste une touche technologique qui nous permet de faire ça de la meilleure des manières, de rendre le marché plus liquide, etc. Mais en effet, l'idée, c'est de pouvoir donner un peu de souveraineté aux marques et leur donner accès à cette data du consommateur final, parce que parfois, elles le perdent. En fait, elles ne savent même plus où déguster le vin, qui sont leurs consommateurs. Ce que je trouvais amusant, j'en parlais avec ton associé hier, Maxime, je lui disais c'est marrant, mais en fait, le vin, ils sont même pas encore passés par le Web 2, que vous les emmenez directement sur le Web 3, dans le sens où aujourd'hui, un château, il a même pas de site internet en général. Enfin, tu vois, donc le Web 2, ça sera un site internet disponible sur Google. Ouais. Et vous les emmenez, je dis dans le Web 3 pour plaisanter grâce à la blockchain, mais en réalité, vous êtes aussi Web 2 avec le digital, etc. Oui. Mais en fait, c'est marrant, c'est un marché qui s'est pas du tout digitalisé. Enfin, pour les producteurs, en tout cas. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir se digitaliser aussi grâce à Interstellar? Vous allez les emmener un peu plus à, tu vois, par exemple, se connecter sur une interface Interstellar pour gérer ses stocks, les clients, etc. Vous voulez aussi les emmener là-dessus, les producteurs, ou pas? Complètement. En fait, nous, on veut créer une plateforme 360 qui devient presque un CRM ou un outil pour le château, qui va pouvoir piloter une partie de sa distribution, et une plateforme de sourcing pour le consommateur. Alors attention, il y a quand même des sites internet, le Web 2 existe dans les vins spiritueux, mais je suis d'accord avec toi, il n'est pas forcément extrêmement développé. Les châteaux eux-mêmes, parfois, essayent d'avoir une boutique en ligne, un site internet, mais ça ne fonctionne pas parce que, déjà, ce n'est pas leur savoir-faire. Et deuxièmement, parce que quand tu es un collectionneur, ce que tu veux, c'est avoir un seul interlocuteur. Tu ne vas pas aller acheter un peu de vin sur tel site. Un peu de vin sur tel site, ça rend tout ça beaucoup plus complexe. La plateforme Interstellar, elle va permettre de centraliser tout ça et de proposer à toute personne qui veut créer sa cave de dégustation, d'investissement, un collectionneur ou autre, d'avoir tout à portée de main. Et cette nouvelle possibilité, qui n'existait pas avant, de pouvoir stocker son vin et l'échanger. Et ça, c'est la blockchain qui le permet. Et c'est ce qu'on fait chez Interstellar. Trop bien. Ok, donc ça répond quand même à beaucoup de problématiques. Là, on a déjà échangé sur pas mal de choses. Donc il y a l'authenticité, la traçabilité, le fait que ce soit liquide, plus liquide. Marché secondaire, liquidité. Marché liquidité. Il y a le stockage. Tout à fait. C'est con, mais je trouve que le stockage, moi, c'est limite un truc, on pourrait dire que c'est basique, mais non, en fait, c'est avant Interstellar, moi, j'aurais pas su comment faire si j'ai acheté 50 bouteilles ou les mettre, tu vois. Ou alors je vais les mettre dans ma cave. Jusqu'à 50, ça va. Par exemple, toi, tu as combien de capacité là? Tu dois pouvoir mettre une. Là, j'ai une capacité justement pas mal, parce que j'ai une bonne cave là. Quoi, 50, 60? Ouais, c'est entre 50 et 70, je crois. Donc, tu as une cave de service. C'est hyper important que les gens conservent une cave de service chez eux, parce que après, en fait, tu peux pas te faire livrer là comme ça en instantané. En général, une livraison, c'est 48-72 heures. Donc, si tu as un dîner là qui se prépare le jour même, c'est compliqué. Par contre, pour préparer
que ce soit un événement, business ou autre, tu te fais livrer, donc tu as ton stock chez Intercellar, et ensuite tu as ton stock tampon chez toi pour le service. Donc ça vient compléter ça en fait. Vous livrez en combien de temps les bouteilles et vous vous occupez aussi de la livraison du coup? Oui, bien sûr. Alors ça dépend des pays. Et il y a un autre point aussi, c'est, je vais les rajouter au fur et à mesure que je parle avec toi, écologique. Parce que la bouteille, quand elle partait de Bordeaux à Tokyo, de Tokyo à New York, qu'elle faisait 3 fois le tour du monde pour être échangée 7 fois, d'un point de vue écologique, c'était quand même un sacré bordel. Exactement. C'est un point important quand même. C'est la dernière problématique qu'on va résoudre. C'est en fait le côté carbone footprint, donc l'empreinte écologique du marché secondaire qui est énorme. Parce qu'en effet, quand tu regardes les différentes places de consommation du vin, ça va être Hong Kong, Londres, les États-Unis. Et donc un vin qui voyage 6 à 7 fois avant d'être consommé, puisqu'en général c'est la moyenne sur les grands crus, il va avoir une empreinte écologique qui va être terrible. Rajouter en plus à ça que le vin c'est hyper fragile, donc quand il voyage, il peut être flingué. Donc ça veut dire que grâce à ça, en fait, à Intercellar, tu vas pouvoir avoir ton vin qui va changer de main dans les portefeuilles des personnes, mais la bouteille physique, elle bouge pas. Donc on résout ces problèmes d'empreinte carbone. Je pense que les plus beaux projets Web3, c'est des projets comme le tien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que Web3, c'est juste un mot qui est mis sur une technologie qui résout des problèmes. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'on appelle ça Web3, mais en réalité, c'est juste l'utilisation de la blockchain pour résoudre des problèmes. Mais en réalité, votre clientèle, l'idée demain, c'est pouvoir vendre à tout le monde et que ce soit accessible à tout le monde. Et c'est ça qui me plaît parce que souvent, tu vois, c'était il y a 10 ans, tout le monde voulait ubériser pour lever des fonds et que ça fonctionne, et ça, pour révolutionner des marchés. Il peut y avoir des gens qui utilisent le Web3 sans trop d'utilité derrière, on l'a vu. On a vu un petit peu les méandres du Web3. Et je trouve ça intéressant. Et limite, c'est marrant, quand je parle avec toi, inconsciemment, je me dis le Web3, je trouve que ça renvoie pas une bonne image, forcément, quand on parle de NFT. Quand je vois finalement la puissance de la technologie qui permet de résoudre les problèmes dans l'industrie du vin, tu vois. Ouais. C'est marrant, mine de rien, ces mots-là, ils viennent un peu polluer, je trouve, dans l'inconscient des gens aussi. Et je pense que c'est ça, les vrais projets Web3 de demain, c'est des projets avec des vraies utilités qui résoudent des problèmes. Mais voilà, c'est l'utilisation de la blockchain. Mais en soi, Web3, je trouve que c'est même pas adapté en fait. Parce que vous faites en fait aussi du Web 2, tout à fait, digital. Nous, on dit même qu'on fait du Web 2.5. Alors, en effet, tu as complètement raison. L'idée, et c'est à mon avis aussi un conseil que je donne aux entrepreneurs aujourd'hui, qui sont dans le Web 3, justement, c'est d'éviter d'utiliser tout ce jargon que les gens ne comprennent pas. Parce que finalement, on a tous le même objectif, c'est de faire en sorte d'atteindre cette adoption de masse. Et cette adoption de masse, elle ne viendra que quand en fait, on arrêtera d'utiliser des mots techniques. Aujourd'hui, quand tu parles d'Internet, quand tu dis Internet, tu t'en fous que ce soit du HTML, du CSS qu'il y a derrière. Ce que tu veux, c'est que ça marche. Donc, nous, chez Intercellar, c'est pour ça qu'on arrête d'utiliser le mot NFT, on utilise le mot jumeau digital. On permet aux gens d'acheter en carte bleue, donc pas qu'en crypto-monnaie. Les gens peuvent se connecter avec une adresse email. Donc, en fait, c'est ça qui est important. Je pense que on aura réussi ce pari d'avoir une adoption de masse de la technologie blockchain quand les gens ne parleront plus de la technologie NFT, etc. en elle-même. Ouais, c'est des problèmes qui sont résolus par la blockchain. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à ça, mais moi, je trouverais ça génial que demain, il y ait des boutiques Intercellar, limite, pour faire découvrir le vin. Enfin, je trouve que ça serait grave adapté, finalement, pour démocratiser, évangéliser, tu vois, que à certains endroits. La boutique, c'est un peu pour moi, c'est le piège de tous les entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'avoir une boutique physique, mais j'ai vu récemment que ce soit les boutiques de textile, etc., ça fonctionne pas toujours très bien parce qu'il y a beaucoup d'immobilisation, il y a beaucoup de frais fixes, etc. Une boutique, ça coûte de l'argent. Donc pour l'instant, on reste dans le digital, mais en effet, on pourrait imaginer des boutiques après où tu as un corner où tu vas pouvoir en fait acheter ta bouteille, mais toujours avec le système d'Intercellar, la bouteille est stockée ailleurs que la boutique, donc tu n'as même plus besoin d'une boutique qui est très grande. Et en effet, tu peux imaginer plein de choses. La boutique physique, on n'y est pas encore. C'est pas dans la roadmap. Et vous avez un token, vous avez créé un token qui va s'appeler Cellar, je crois. Ouais, Cellar, oui. CE2LAR. Oui. Du coup, on n'en a pas parlé. À quoi va servir ce token qui est associé du coup à Intercellar ? Est-ce que c'est par exemple comme un système de points, c'est-à-dire j'achète des tokens Cellar pour ensuite acheter ma bouteille ? Mais voilà, quelle est l'utilité de ce token dans ton projet ? Restons dans la dynamique qu'on a mis en place, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser des mots simples. Notre token, donc jeton en anglais, c'est des points de fidélité. Donc en fait, on a créé nos propres points de fidélité qui vont avoir une utilité sur la plateforme. Pourquoi on a fait ça ? Donc,
Nous, on utilise la technologie blockchain pour résoudre 2 choses. Donc déjà, tous les problèmes de notre filière au travers de nos jumeaux numériques, ce qu'on expliquait juste avant. Et ensuite, il y a aussi tout le côté communautaire, loyalty, donc fidélité. Donc nous, on a créé un jeton de fidélité qui s'appelle le Cellar et qui va venir dynamiser notre écosystème. Je m'explique. En gros, ce jeton, il va donner des avantages aux consommateurs, mais aussi des avantages aux marques. Donc pour les consommateurs, c'est hyper simple. Plus tu as de jetons, donc plus tu as de points de fidélité, et plus tu vas avoir accès à des ventes exclusives. Donc en fait, tu dois garder un certain montant de ces jetons, ce qui nous permet, nous, d'avoir une pression vendeuse qui est plus faible. Et en fait, l'acheteur, plus il a de jetons, plus il va être premier, en fait, il va avoir la primeur sur une vente. Donc si on release, par exemple, une caisse de 6 ultra rare, ceux qui ont le plus de jetons seront les premiers à pouvoir acheter. Ensuite, ils vont avoir, grâce à ce jeton, des remises sur le marché primaire, sur le marché secondaire, puisque j'ai dit qu'il y avait des frais sur la plateforme, et également sur le stockage, parce que le stockage, il faut le payer. Et le jeton, il peut te permettre d'avoir des accès, des remises sur ce stockage. On en parlait avant aussi. Le consommateur, qu'est-ce qu'il peut faire avec ce jeton ? Ce jeton, il va pouvoir le dépenser pour customiser sa cave. On en parlait tout à l'heure. Ça lui permet d'avoir une cave à son image. Et de l'autre côté, donc les marques, et ça c'est hyper important pour nous, on va les incentiver à utiliser la plateforme. C'est-à-dire que plus elles vont vendre de vin et de bouteilles de vin et de spiritueux sur la plateforme, plus elles vont gagner du token. Et ce token, elles peuvent l'utiliser pour augmenter leur visibilité. Ça, personne ne le propose, mais aujourd'hui, quand tu lis quand ils sont en vente sur un site de vente en ligne classique, ils n'ont aucun avantage à pousser à vendre sur ce site. Nous, plus ils vont vendre, plus ils vont pouvoir avoir du jeton. Et ce jeton, ils vont pouvoir le dépenser pour avoir une bannière sur le site. Ils vont pouvoir le dépenser pour avoir un post, parce que je suis également créateur de contenu dans les vins et spiritueux. On a plein d'autres créateurs de contenu. Ils vont pouvoir le dépenser pour avoir accès à la data dont on parlait tout à l'heure. Donc en fait, tout un panel de services, marketing et tech qu'on leur propose. Trop bien. Donc pas juste un token spéculatif comme certaines marques ont pu le faire, un token qui a une vraie utilité. Ouais. Et est-ce que justement tu n'as pas peur que, parce que à partir du moment où tu crées un token, il est référencé avec une market cap, sur des exchanges, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que des investisseurs privés viennent spéculer sur le token en parallèle de tout ce que tu viens de me dire, ou ça ne change pas forcément quelque chose Si, lancer un token, c'est toujours une prise de risque aussi. Donc évidemment, nous, on est persuadés que ça va dynamiser notre plateforme. Mais en effet, les jetons numériques, à la différence des actions qui sont cotées, etc., c'est un truc qui ne s'arrête jamais. Les gens peuvent trade toute la journée, etc. Mais notre but, en fait, pour conserver la valeur, le meilleur moyen de conserver la valeur, c'est premièrement de faire en sorte que les gens gardent et conservent le jeton numérique. Un des autres avantages, c'est que quand tu le conserves, tu as ce qu'on appelle un rendement. Sans rentrer dans le détail, mais on a une poule de liquidité au départ, donc un genre de panier qui sert qu'à ça. Et une fois qu'il est, dépensé, il n'y a plus de rendement. Mais au départ, pour incentiver les gens à garder, plus ils gardent, plus ils ont du rendement sur ce propre token. Donc ils gagnent du token. On peut Exactement. Okay. Voilà. Donc en gros, quand tu reçois les points de fidélité, tu peux également les stacker sur celle-là pour avoir un rendement sur ces tokens-là. Exactement, ça permet d'incentiver les premiers en fait, qui participent à l'écosystème et aux jetons numériques, donc aux points de fidélité. Et ça leur permet en fait de gagner plus de jetons. Et vu que nous, on va lister de plus en plus de marques, donc là aujourd'hui on en a listé plus de 120, on en a signé des centaines là qu'on va lancer sur les prochains mois. Donc on va rapidement, je l'espère, et c'est l'objectif, atteindre 1000 marques. Plus il y aura de produits, plus le jeton aura une utilité. Donc voilà, c'est hyper important. Je trouve ça génial le fait que les marques puissent se mettre en avant aussi sur la plateforme. Tu vois, si tu as beaucoup de visiteurs demain, ça peut avoir un gros intérêt pour eux. Ça peut leur donner une chance parce que pareil, dans le vin, comme dans plein d'industries, tu as différents players. Tu as les très très grands châteaux qui, eux, pour l'instant, en tout cas, ne souhaitent pas avoir plus de consommateurs parce qu'ils ont déjà des produits limités, même si pour moi, targeter les consommateurs de demain, c'est hyper important. Eux vont plus être sur l'aspect traçabilité, mais il y a plein de vignobles qui ont besoin en fait, de créer une nouvelle clientèle, d'aller renouveler leur clientèle, et c'est ce qu'on leur propose chez Intercellar. Ça coûte combien le stockage chez vous ? Je me demande, ça coûte combien de stocker une bouteille de vin ? Alors, donc pour l'instant, le système n'a pas été mis en place, donc c'est génial pour tout le monde. Le stockage est gratuit. Okay. Mais le stockage, ça coûte environ, et donc là on est en train de le mettre en place, c'est environ 1 € par caisse de 6 par mois. Voilà, pour donner à peu près un ordre d'idée. Parce que Maximien me disait 1,20 € par bouteille, mais à mon avis... Non, c'est par caisse. Ouais. C'est par caisse. C'est par item.
Et parfois, en fait, l'item, ça peut être une caisse unitaire ou ça peut être une caisse de 6. On fait beaucoup de caisses de 6. C'est l'unité, le standard de stockage pour les vins en règle générale. Donc, c'est 1 euro par caisse de 6 par mois. Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un concurrent d'Intercellar dans le monde? Vous êtes vraiment les seuls à adresser ce marché? Non, bien sûr, qu'on a des concurrents, ce serait inquiétant de ne pas en avoir. Ouais. En général, on dit souvent que quand tu n'as pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Ouais, Puis ça te permet d'innover, d'aller toujours plus loin parce que tu vois qu'ils ont fait ça, etc. Donc c'est toujours une petite pression supplémentaire qui, je pense, est assez saine. On a plusieurs compétiteurs. Il y en a toute une myriade. Après, c'est un sujet qui est assez complexe parce qu'il y a de la logistique, il y a du sourcing, de la distribution, beaucoup de tech. Donc peu sont arrivés à faire des choses qui sont très avancées. On en a 2 principaux. Voilà. Et ils sont en France ou pas? Donc justement, c'est une très bonne transition. C'est que notre principal avantage, donc les 2 autres concurrents qu'on a, il y en a un qui s'appelle Wine Chain qui est aux États-Unis, l'autre qui est basé au Panama. Et ça, en fait, c'est un vrai problème. Donc ça me permet de faire une petite parenthèse, mais nous, Intercellar, on est très fiers d'être en France, justement parce que ça nous aide pour le sourcing. Les plus grands vins et spiritueux sont quand même français. Bourgogne, Bordeaux, Champagne, Cognac. Donc on a quand même, je pense, sur notre territoire, beaucoup de très beaux produits. Et ils font confiance quand la société, évidemment, est basée en France. Quand tu as une société qui est au Panama, c'est toujours plus compliqué. Deuxième point, c'est qu'on va avoir, nous, dans notre ambition, qui est celle de devenir la prochaine licorne française et la première des vins et spiritueux, on va avoir un soutien, soit de la banque publique d'investissement, etc., soit du gouvernement lui-même avec les ministères concernés, donc le numérique, l'agriculture, que je pense on ne pourrait pas avoir si on était au Panama ou à Dubaï ou je ne sais où. Et t'es dans le pays. Est-ce que la France est le plus gros exportateur de vin dans le monde ou pas? En volume, alors ça dépend des stats. On y a vraiment un podium qui se tire la bourre depuis toujours, qui est la France, l'Espagne et l'Italie. Aux dernières nouvelles, je crois qu'on est 2e. Il me semble que c'est l'Espagne en volume. En volume. Parce que quand tu dis en volume, c'est quoi? En nombre de bouteilles. En nombre de bouteilles. En hectolitres. Mais en valeur, on est premier. Parce qu'on a les bouteilles les plus chères. Quoi. Exactement, on a les bouteilles les plus valorisées. Alors attention, il y a des très grands vins en Italie, évidemment, les super toscans, etc. Des grands vins aux États-Unis, dans la Napa Valley, même au Chili. Par exemple, tu vois, sur Intercellar, on a listé le plus grand vin chilien qui s'appelle Vic. Donc il y a des grands vins qui se font un peu partout dans le monde, mais c'est quand même en France qu'on fait les meilleures bouteilles. Et vous travaillez qu'avec des châteaux français ou il y a aussi des vignobles italiens, espagnols? Enfin, vous êtes déjà internationalisé? Non, bien sûr, on s'internationalise dans la clientèle, puisqu'on livre plus de 40 pays dans le monde, mais on s'internationalise également dans le sourcing, parce que, comme je disais, des grands vins, il n'y en a pas qu'en France. On dit souvent, alors il y a le 45e parallèle, si tu traces un trait dans le monde, où on dit que c'est les meilleurs terroirs au monde. Donc tu as évidemment la France qui passe par cette latitude. Et tu as également la Napa Valley aux États-Unis et même la Chine qui potentiellement va produire des très grands vins dans le futur. Ils en font déjà des plutôt pas mal. Mais dans le vin, tu as le terroir et tu as le savoir-faire. Le savoir-faire, ça prend beaucoup plus de temps. Mais en effet, nous, sur la plateforme, on liste des vins et des spiritueux. Donc par exemple, là, on a fait une collaboration avec la Maison du Whisky, qui est l'un des plus grands distributeurs français de spiritueux, qui nous met en relation avec des grandes maisons. Et on a lancé par exemple Dalmor, qui est un whisky écossais, donc qui n'est pas un whisky français. C'est que je te parle que de vin depuis le début, mais vous faites aussi les spiritueux. Oui. Les marchés du spiritueux, c'est par rapport au marché du vin. En quoi ils diffèrent? Est-ce que c'est un peu les mêmes mécanismes? C'est-à-dire qu'un bon whisky avec le temps va se bonifier? Voilà, est-ce que c'est le même marché pour vous ou il est différent? C'est un marché qui a quand même plein de valeurs communes, mais c'est un marché qui est différent. Déjà, par la clientèle, c'est une clientèle qui n'est pas tout à fait la même. Il y a des gens qui boivent des spiritueux et pas des vins et inversement. Le vin c'est peut-être plus accessible en termes de goût. Moi, je vois ma femme ou certains potes, quand tu me fais déguster un cognac assez puissant, c'est quand même plus inaccessible que le vin. Donc, la clientèle, déjà, est différente. Ensuite, tu parlais de vieillissement. Il y a un truc qui est hyper important à savoir, c'est que le vin vieillit dans la bouteille, donc il vieillit en barrique. En général, ça dépend des vins, mais pour les grands vins, ça va être 2 ans. Et ensuite, il continue de vieillir dans la bouteille, parce qu'il y a un bouchon en liège qui permet cet échange. Mais les spiritueux ne vieillissent plus dans la bouteille. Ils vieillissent en barrique. Là, pour le coup, pendant beaucoup plus longtemps parfois. Tu as des 8 ans d'âge, 12 ans d'âge, 22 ans d'âge, 30 ans d'âge. Mais une fois qu'il est dans la bouteille, ça vieillit plus. Donc il y a cette différence entre les deux. Mais après, en termes de... Donc on parlait tout à l'heure, et c'est le 3e point peut-être, où tu as une différence, c'est en termes de valorisation. Les deux sont des actifs qui prennent de la valeur, parce qu'il y a des très grands vins et des très grands spiritueux. Mais les spiritueux
parfois ont des rendements qui sont supérieurs. Tu regardes les whiskies irlandais, les single malt irlandais, je crois que sur les dernières années, c'est plus, en tout cas pour les plus grands, 14 à 15% de ROI. Donc, parce que les whiskies, moi c'est vrai que dans les spiritueux, c'est vraiment le whisky que j'ai déjà vu des cartes de whisky avec vraiment genre 100 whisky, c'est super profond comme marché. Oui. Parce que tu as des whiskies, alors déjà ça vient de la production, tu as des whiskies qui peuvent être faits en Irlande, des whiskies qui sont faits en Écosse, a priori le berceau et les meilleurs whiskies. Bon, là il y a un débat, mais tu as des whiskies au Japon. Moi j'ai beaucoup entendu des whiskies japonais. Ouais, dans la finesse et tout, les whiskies japonais sont absolument excellents. Moi je suis un grand fan. Et tu as des whiskies aux États-Unis qu'on appelle les bourbons. Donc déjà, oui, il y a beaucoup plus, parce que si tu regardes par exemple le cognac ou l'armagnac ou le calvados, sont des appellations. Ça veut dire qu'en gros, appellation d'origine, ça veut dire que tu ne peux pas faire de l'armagnac, du cognac ou toi t'es normand, du calvados en dehors de cette région-là. Donc de facto, ça restreint en fait la production et pas la valorisation par contre, mais la production. Non, mais c'est intéressant de se dire qu'au final, et non, je me demandais, ça m'est venu en te parlant. Pourquoi on met pas des boutons des bouchons en liège dans les bouteilles de whisky pour continuer de laisser vieillir le. Parce que en fait, une fois que ça a été distillé, il y a plus côté évolution que tu peux retrouver dans le vin, qui est un produit vivant, qui n'a pas subi de distillation et qui va évoluer dans la bouteille. Voilà. Et sur Intercellar, je peux aussi donc du coup acheter du vin, mais je peux aussi acheter des whiskies japonais, parce que tu vois, ou des whiskies qui prennent 15% par an aussi, tu vois, des gens qui veulent investir. Il y a beaucoup de gens qui investissent dans le vin, où souvent c'est vraiment des passionnés qui veulent consommer à la fin. Tu vois, en termes de proportion. Nous, ce qu'on aime faire, c'est que alors souvent, c'est des gens qui vont in fine consommer quand même s'il y a des purs investisseurs. Après, c'est. Et nous, notre mission, parfois, c'est justement ces gens qui viennent au départ peut-être plus pour l'investissement, mais en fait, d'arriver après à les convertir, parce que une fois que la personne elle est sur la plateforme, souvent, tu es curieux, en fait. Quand tu collectionnes quelque chose, tu te dis, bon, bah attends, mais moi, je vais goûter. Et c'est là, en fait, qu'après, on devient mordu, et c'est un peu notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que tous nos investisseurs finissent par consommer. Parce que les deux sont liés, je le disais tout à l'heure, la valeur d'un vin est corrélée à sa rareté. Et pour qu'il devienne plus rare, il faut qu'il soit consommé. Et d'ailleurs, à l'origine, les Anglais qui investissaient dans le vin, ils achetaient 2 caisses. Ils achetaient une caisse pour la consommation, une caisse pour l'investissement. Et la caisse d'investissement était censée financer la consommation. Donc en fait, les deux sont liés. Ah, super intéressant. Et vous avez prévu de créer comme un espèce de club. Tu parlais de communauté au début dans le Web3. Oui. Est-ce que quand on cumule, du coup, j'imagine, des tokens CELA, ou en tout cas qu'on est client régulier sur la plateforme, demain, on peut être invité à des événements privés pour consommer certains vins. Enfin, voilà, vous avez prévu de mettre en place des événements un petit peu exclusifs autour de cette industrie ? Tout à fait. Donc, si je reviens en arrière, nous, en 2022, on avait créé un club, Wine Bottle Club, qui est intégré à Intercellar dans le sens où ils ont des avantages supplémentaires. On va bientôt tout merge, tout fusionner pour faire un Intercellar Club. Et évidemment, plus tu as de tokens, donc plus tu as de points de fidélité, plus tu es haut dans le ranking du club. Et en effet, c'est hyper important pour nous, parce que le vin, c'est pas que du digital, c'est pas qu'un site internet, c'est du tangible. Moi, j'adore dire que le vin, c'est le lubrifiant social. Il n'a d'intérêt que s'il est partagé, et c'est le moment qui est important. Une même bouteille seule ou une même bouteille dans un bon moment avec des amis, elle a un goût très différent. Donc, en effet, on incite les gens de notre club à participer à nos événements. On fait des événements grandioses. Par exemple, on a fait une soirée dans l'ancienne villa de Karl Lagerfeld à Biarritz. On a fait une dégustation plus privée à Tokyo, au Japon, avec des grands vins et notre investisseur japonais. On va inviter des membres du club dans des événements encore plus confidentiels, comme la Jurade de Saint-Émilion. C'est une confrérie où les gens ont une tenue particulière. Et là, on en invite quelques-uns. Mais oui, c'est hyper important pour nous que la communauté participe à tout ça. Tu sais d'où ça vient historiquement, le fait que le vin, ce soit un moment de partage, parce que je sais qu'il y a... Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais fait ça, par exemple. Ouais. J'ai jamais, par exemple, invité 3 amis en mode, en passant 2-3 heures à déguster du vin, en partageant ce moment-là. J'ai l'impression que ça se fait beaucoup. Tu sais d'où ça vient historiquement ? Est-ce que ça vient, je sais pas, des rois de France à l'époque ou... Avant ça vient. Il y a vraiment une vraie corrélation entre la religion, notamment chrétienne et catholique, et le vin. Déjà la scène où le Christ partage le vin avec les apôtres. Tu as également l'Eucharistie, donc le corps du Christ, etc. Et le sang du Christ, c'est du vin. Beaucoup d'ailleurs de vignobles ont dans leur nom une consonance qui va être religieuse, une allusion au clergé. Par exemple, Châteauneuf du Pape, Pape Clément,
Claude et Jacobin. Il y a plein de références à la religion. Donc ça vient de là, premièrement. Et ensuite, donc, tu parlais des rois. Évidemment, les rois de France étaient des grands avocats, advocates, donc des fervents consommateurs de vin. Notamment donc, François Ier, par exemple, lui, c'était un fan de grands vins de Bourgogne. Louis XIV, il adorait le champagne, etc. François Ier adorait le champagne et le Bourgogne, pardon. Louis XIV était un consommateur de Bordeaux. Okay. Et même à l'étranger, tu regardes le tsar Alexandre II. Lui, il y a une anecdote assez marrante. J'ai vu que tu avais une bouteille de cristal Roderer. Tu verras, en fait, elle a le fond plat. Et pour une bonne raison, c'est que donc, le tsar Alexandre II était un grand fan de champagne et notamment de la maison Roderer. Et en fait, il absorbait, il paraît, à lui tout seul à l'époque, en tout cas tous les gens qui avaient autour de lui, peut-être pas lui j'imagine, mais 60 à 70% de la production de cette maison. Et à un moment donné, en fait, il s'est dit, je vais faire ma propre cuvée. Et lui, il avait un problème à l'époque, c'est qu'il était sujet à beaucoup de tentatives de meurtre. Et donc il s'est dit, je vais commander une bouteille à cristal Roderer, enfin à Roderer, pardon, une bouteille spéciale. Je veux qu'elle soit transparente parce que je veux pouvoir voir dedans s'il y a un produit, du poison, etc. Et je veux qu'elle ait le fond plat parce que je veux pas qu'on puisse y cacher des bombes en dessous. Et c'est comme ça qu'est né Cristal Roderer. Énorme. Voilà. Donc je suis parti un peu plus loin. Raison, ouais. Mais il y a une histoire. En plus, souvent, elles sont pas plates, les bouteilles de champagne. Mais oui, justement pour le service, notamment pour les tournées, parce que dans les bouteilles de champagne, tu as la double fermentation qui a lieu et il faut tourner les bouteilles plus facilement. Donc il y a le cul de la bouteille, il a son importance. Mais sur les cristals, Roderer, en effet, il n'y en a pas. Donc pour revenir à ta question initiale, l'histoire du vin, elle est très ancienne. Elle remonte même à avant. Le vin, il est produit depuis des millénaires. Donc il y a ce côté de partage ensuite parce que les gens aiment partager dans des grandes tablées, etc. Les rois de France notamment. Super. J'avais une autre question un peu technique. La blockchain que vous utilisez, Maxime me disait, c'était Polygon. Oui. Polygon, c'est un layer 2 de Ethereum. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que du coup, sur les frais de transaction, c'est assez faible. C'est quasi inexistant. Ah, c'est quasi inexistant. Ouais. Genre, par exemple, quand tu fais un achat, le frais de transaction de la blockchain. C'est quelques centimes. Ah, c'est quelques centimes. Ouais. Au début, justement, on était sur le Layer 1, donc sur Ethereum. Ah, mais là, c'était pas possible parce que maintenant, ça t'as des frais parfois. En fait, on se retrouvait, on a lancé une première version de la marketplace dessus. Et on s'était dit, on a un produit haut de gamme, c'est Ether, etc. Et finalement, on se retrouvait avec des transactions où les personnes payaient des bouteilles à 200 € et elles avaient 30 € de frais de blockchain, etc. Ce qui est impossible. Donc on a vite corrigé le tir, rectifié le tir. Et on s'est mis sur la blockchain Polygon qui fonctionne extrêmement bien. Notre jeton numérique sera également sur Polygon, le Stellar, avec un bridge, donc une partie des tokens qui sera aussi sur Solana. Voilà, pour rentrer dans le. Ah ouais, d'accord, ok. Pourquoi il y aurait une partie sur Solana Parce qu'en fait, on veut. Donc, notre jeton sera listé sur des échanges centralisés, mais aussi sur des échanges décentralisés. Et c'est pour ça, en fait, on va utiliser des DEX. Sur lesquels on veut avoir une partie de nos tokens en Solana. Okay. Et aussi parce que Solana a une communauté qui est très active, très intéressante, qui nous intéresse. Et alors, c'est quoi les prochains projets pour Interstellar où vous en êtes? Tu me dis que vous avez levé 2,5 millions d'euros. Ouais. Quelle est la suite? L'ambition, c'est de devenir la première licorne française oui. Dans cette industrie du vin. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est l'ambition, on va dire. C'est un peu... Finalement, ce qui est on top of that, c'est se dire, c'est pas quelque chose de précis, mais il y a 29 licornes en France. Il n'y en a aucune dans les vins spiritueux, alors que si tu regardes, par exemple, le podium des plus grosses entreprises mondiales dans le secteur, c'est Moët Hennessy et Pernod Ricard qui sont sur le podium. Il y a Diageo aussi qui est américain. Mais donc 2 sur 3 sont françaises. Et il n'y a aucune entreprise dans les vins spiritueux en France qui soit une licorne. Donc ça, en effet, c'est notre ambition. C'est important, je pense, pour des entrepreneurs d'avoir de l'ambition. De manière plus concrète, notre vision, c'est de continuer à développer la plateforme. Et pour développer la plateforme, donc n'importe quel marketplace, ce qu'il faut, c'est des consommateurs et du sourcing. Donc en fait, on va développer les deux, et elles vont de pair en fait, parce que c'est assez intéressant de parler de ça, mais plus tu as des consommateurs, plus tu as des vignobles, parce qu'ils sont intéressés par les nouveaux consommateurs, et plus tu as des consommateurs, et plus tu as des vignobles. Non, et l'inverse, et plus tu as des vignobles, plus tu as des consommateurs, parce qu'ils vont chercher des nouvelles références. Donc notre objectif premier, c'est d'aller chercher des milliers et des milliers de vignobles pour qu'ils puissent utiliser la plateforme et que ça nous fasse de l'acquisition de consommateurs. Voilà. C'est combien le marché du vin en France, tu penses ? Alors le marché des vins et spiritueux en France, comme on le disait tout à l'heure, c'est la deuxième balance excédentaire à l'export après l'aéronautique et devant les cosmétiques, donc L'Oréal compris, etc. Et ça dépend des années évidemment, parce qu'il y a parfois moins de production, etc. C'est environ entre 5 et 7 milliards d'euros par an.
Donc Ok. ça reste un très gros C'est marché. un gros marché, ouais. Ouais. Et pour finir, du coup, là, on a bien. Je pense que les gens vont bien comprendre le projet et on était là pour ça, donc tant mieux. Si des gens veulent acheter des tokens de Cellar, ils pourront le faire où si un jour ils veulent. Le projet les intéresse, au-delà d'aller Bah, acheter des bouteilles de vin sur la plateforme. Donc s'ils veulent avoir du jeton de fidélité, premièrement il faut qu'ils utilisent la plateforme. Là Ouais. tu les récupères gratuitement. On a ce qu'on appelle un leaderboard. Plus tu vas conserver de bouteilles, plus tu vas avoir des jetons, plus tu vas faire certaines quêtes, plus tu vas avoir de jetons. Pour les acheter concrètement, là actuellement on est en pre-sale, donc le lancement de ce token aura lieu en octobre-novembre. Et là actuellement on est en pre-sale. Et la toute dernière pre-sale aura lieu sur Swissborg, donc c'est la plus grosse plateforme de crypto-monnaie en Europe. Et sur cette plateforme, tu vas pouvoir acheter notre token en pré-sale le 10 octobre. Donc, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo, ça sera peut-être trop tard. Ça va être compliqué, je pense que 10 octobre, je crois on est le 7, donc tant pis pour les derniers. Mais après, non, il y a sur les exchanges. Okay. Donc, on va avoir différents exchanges. Il y aura au moment du lancement également ce qu'on appelle des launchpads sur lesquels on va pouvoir acheter le token. Donc, il y a encore énormément de possibilités de l'acheter. Mais là, le gros avantage, je pense, moi, c'est ce que je conseillerais d'aller consommer, d'acheter des bouteilles de vin qui leur plaisent sur Interstellar et de cumuler des points ces points prendront de la valeur avec la valeur corrélée à la valeur de la boîte. Donc, tout à fait. Acheter des bouteilles de vin sur Interstellar plutôt qu'une autre plateforme, cumuler des tokens, contrairement à toutes les autres plateformes qui n'en ont pas. Et du coup, ces tokens vont peut-être d'ailleurs, à force de les cumuler, est-ce que tu peux cumuler assez de points pour t'acheter du coup d'autres bouteilles avec les points après ? Alors pour l'instant, c'est pas le cas, Okay. en fait, parce que ça pose des problématiques de pression vendeuse. Parce que du coup, nous, si des gens achètent des bouteilles de vin avec du token, ça veut dire que nécessairement, nous, après, on doit revendre du token. Donc, en fait, on va créer une pression vendeuse. Donc, on est en train de voir sur ce mécanisme-là. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est vraiment un jeton de fidélité. Et la deuxième raison pour laquelle on ne peut pas faire ça, c'est que c'est compliqué d'adosser un actif physique à un jeton numérique parce que nous, c'est un utility token aux yeux de la loi et pas un security token. Donc, il ne faut pas l'adosser à des valeurs en euros. Donc, une bouteille, ça reste un actif physique, donc c'est complexe. Pour finir, est-ce que tu pourrais donner des conseils ? Moi, ça m'intéresse. Si je veux m'acheter des bonnes bouteilles, je te disais que dans le vin blanc, j'avais goûté une bouteille de Bourgogne qui était dingue. Je sais pas, est-ce que tu pourrais nous donner ton top 3 allez, top 5, parce que tu t'y connais vachement bien, je pense, de bouteilles de rouge, par exemple ? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, soit c'est par rapport au goût. Alors là, c'est propre à chacun. Si c'était en termes d'investissement que je devais donner un conseil, c'est d'aller chercher en fait des bouteilles qui n'ont pas encore trop explosé. En France, en règle générale, quand je dis aux gens d'aller regarder les vins français sur une carte des vins, je leur dis souvent d'aller acheter par exemple des vins de la Loire ou des vins du Beaujolais. Parce que le Beaujolais a une mauvaise image avec le Beaujolais nouveau, etc. Et il y a des crus du Beaujolais. Il y en a 10. Et donc, en fait, je dis aux gens plutôt d'aller se tourner vers ces vins-là. Même en Loire, tu as des vins Sancerre, etc. Donc, Loire et Beaujolais. Et ensuite, de manière générale, plutôt d'aller chercher, et c'est ce qu'on propose aussi au travers d'Interstellar, d'investir finalement dans les vignobles de demain, d'aller chercher pourquoi pas des vins étrangers. Tu as par exemple des vins en Uruguay qui sont excellents, et même en France aussi, il y a des appellations qui ne sont pas forcément très connues et qui selon moi vont exploser. Là, je peux donner un exemple dans les spiritueux, ça va être l'Armagnac. L'Armagnac, on appelle souvent le petit frère pauvre du cognac, qui est pour moi une bombe dans le bon sens du terme, qui va exploser parce que il y a des vieux millésimes, ce qu'il n'y a pas dans le cognac, etc. Il y a une appellation, il y a une histoire. C'est l'alcool le plus ancien du monde, 700 ans d'histoire. Donc, il y a différentes choses. Je peux conseiller des gens sur certaines régions, sur certains pays, sur certains vins en particulier. Tu consommes beaucoup de vin, toi, ou pas ? Oui, alors beaucoup. Je fais beaucoup de sport, etc. pour essayer de compenser, parce que c'est vrai que c'est un métier qui peut parfois, tu vois, j'ai été amené, donc pendant les primeurs, c'est un événement spécial qui a lieu. À Bordeaux, tu peux déguster jusqu'à 100 vins dans la journée. Okay. Du coup, tu craches. Mais sinon, oui, moi, je bois peu en quantité. J'essaye toujours de me faire plaisir à table avec un bon vin, etc. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. J'encourage les gens à boire moins, mais à boire mieux. Mais j'adore me faire péter une bonne bouteille quand j'ai un repas notamment, des amis, etc. Tu disais, quand je t'ai demandé tes top bouteilles, tu m'as parlé en termes d'investissement, mais si tu devais donner toi personnellement, Louis, en termes de goût, ton top 3 en bouteilles de rouge, de blanc et de blanc. Les droits comme ça que je garde. Ok, alors moi pour le rouge, j'ai un goût assez marqué sur des vins qui sont très puissants.
ce qui n'est pas forcément le cas de la Bourgogne. Donc, les Bourgognes, j'adore ça, c'est dans la finesse, mais ce n'est pas dans mes vins préférés. Donc moi, je vais adorer les vins qui ont beaucoup de structure, beaucoup de tanins, parce que j'aime beaucoup la viande et faire des accords, mes vins avec la viande. Okay. Donc je vais dire Léoville-Lascaz, qui est un grand cru de Bordeaux. Donc, c'est un Saint-Julien, qui est la meilleure expérience de vin que j'ai jamais eue de toute ma vie. C'était un Léoville-Lascaz 1990. Ensuite... je me dirigerai plutôt sur des vins soit avec du Malbec, soit du Tanat. Donc, c'est des cépages, des espèces de raisins qui donnent des vins très puissants. Donc, le Madiran, par exemple, c'est ma région natale. L'un des meilleurs vins que j'ai goûté, c'est la cuvée Latire de Alain Brumont, donc de Château Montus. Ça, c'est également des vins qui sont très, très puissants. Et puis après, globalement... tous les vins qui ont de la puissance, donc ça va être des Cahors, des grands vins argentins, etc. Donc ça, c'est plutôt en rouge. Et en blanc, alors là, en blanc, c'est un peu différent. Il y a différentes sortes de blancs avec plus ou moins de sucrosité, etc. Donc pour moi, le plus grand vin blanc, ça reste Yquem, qui appartient au groupe LVMH, qui est vraiment ça a la couleur de l'or, ça a un goût qui est absolument exceptionnel, de miel avec des notes de fruits confits, etc. C'est juste incroyable. Si je devais dire aux gens de goûter un vin, les gens aiment bien les vins avec un peu de sucre. Yquem, mais ça coûte de l'argent. Mais donc, tu as Yquem. Okay. En équivalent, un peu moins cher, tu as la quintessence du Petit Mansin du domaine Coapé. Ça, c'est pareil du côté de chez moi, dans le Jurançon, donc vers Pau. Ça, c'est énorme. Et après, si je devais parler de manière globale, les Meursault, donc c'est une appellation de Bourgogne, qui donne des vins blancs des meilleurs chardonnays du monde, une finesse absolument exceptionnelle. T'as beaucoup de préférences dans ta région, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est un biais ou pas, mais... Ouais, oui, évidemment. J'adore l'Armagnac, j'adore le Madiran, le Jurançon, parce que j'en ai goûté beaucoup et que souvent, on a des biais par rapport à ce qu'on boit depuis qu'on est aussi un peu peut-être jeune. Complètement, je le confesse. Est-ce que tu penses que le palais évolue avec le temps ? En mode, tu peux boire un vin que tu vas trouver dégueulasse à 21 ans et que tu vas adorer genre à 40. Oui, bien sûr. Les plus jeunes, en général, quand tu leur fais déguster certaines choses, c'est pas forcément très agréable. Des vins qui ont beaucoup de tanins, justement, ces vins qui sont très puissants. Même un bon whisky sec, au premier abord, c'est un truc qui se travaille. Comme le cigare, etc. Tu vois, là, j'ai goûté mes premiers cigares Cohiba, il y a pas longtemps. Je suis pas un grand fan, mais je prends de plus en plus de plaisir. Tu vois, donc je pense qu'il y a... Pour l'alcool, c'est pareil, évidemment. Ça coûte combien une bouteille de Yquem ? Tu parlais là sur le vin blanc, qui est pour toi le vin blanc ultime. Ça dépend des millésimes. Parce que quand tu vas au restaurant, servent, tu te fais allumer. Au restaurant, et puis si tu l'achètes directement sur une plateforme... Ça va être 200-300 euros sur un millésime normal. 200-300 euros la bouteille. Après, ça peut être 500-600 sur des millésimes beaucoup plus anciens, voire beaucoup plus. Mais je parle de millésimes classiques. Et au resto, par contre, souvent, les multiplicateurs, c'est x2, x3, x4, x5. Par exemple, en Bourgogne, le verre que j'avais bu, j'en ai pris un autre à Paris un peu similaire, c'est des verres qui peuvent aller genre à 75 euros le verre. Et oui, parce que la Bourgogne, c'est extrêmement cher, en fait. Tu as des bouteilles... des bouteilles dans certaines appellations, dans certains climats où les mecs font 1000 bouteilles. Donc les bouteilles, ça vaut 2, 3, 4 000, 5 000 euros. Ah d'accord. Et c'est pour ça que quand tu prends le verre dans le restaurant, après ça coûte aussi cher Oui, alors souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les machines qui te permettent d'aller pomper, alors soit des corps à vin, soit ils ont carrément des distributeurs. Le corps à vin, c'est ce truc qui te permet d'aller chercher un verre dans une bouteille sans ouvrir la bouteille. Et en fait, ça... mais c'est marrant, ils ont fait ça dans la dernière bouteille que j'ai bu, là, c'était à Paris. Oui, ça m'étonne pas. Ouais, en fait, il y avait encore le bouchon, et il a utilisé une machine pour percer. Voilà. Et en gros, il m'a servi de la machine, sans enlever le bouchon. Mais c'est pas étonnant parce que le problème, c'est que toi, tu prends un verre à 70 balles. Mais si personne derrière va consommer les autres verres, du coup, la bouteille, elle est flinguée. Donc, c'est pour ça, en fait. Ah, c'est pour ça, ok. Je pensais qu'il y avait un sujet, du bouchon ou de... Non, ça te permet, en fait, il peut garder la bouteille. Alors, je pense pas que c'est indéfiniment, mais pendant plusieurs mois encore après, parce que ça crée un espèce de vide d'air, etc. Et ça abîme pas, ça oxyde pas le vin. Ouais. Et sur les années... je sais que ça peut beaucoup changer. Genre, il y a des années qui peuvent vraiment... Le prix peut être multiplié par 3, enfin même plus. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une année est meilleure qu'une autre, en fait ? Ça, c'est différentes choses. Évidemment, le climat, c'est le plus important. Le climat, ça dépend de la pluviométrie, ça dépend de la sécheresse, etc. Parfois, tu as des millésimes sur lesquels il y a un gros niveau qualitatif, mais peu de production. L'idéal, c'est quand tu as un vin qui est quali et qui a une grosse production, ça c'est le top du top. Mais en effet, il y a un effet millésime, et c'est ce qui donne le côté un peu magique aussi au vin de Bordeaux, notamment. En Bourgogne aussi, tu as cet effet-là, parce qu'on a quand même, nous en France, des climats qui sont très différents, et qui évoluent beaucoup. Parce que par exemple, si tu vas dans la Napa Valley, donc aux États-Unis, c'est un climat qui ne change pas trop. Donc
certains vont aimer parce que chaque année, ils vont retrouver quand même plus ou moins la même qualité dans la bouteille. Mais moi, j'aime bien le côté un peu surprise et le côté. Voilà. Donc, et c'est ça qui fait qu'une année peut vraiment être beaucoup plus puissante qu'une autre. Parce que, bien sûr. mais donc, du coup, c'est que le vin, grâce à la température, etc., Au climat. À ce moment-là, tous les éléments étaient réunis pour faire un meilleur cru qu'à une autre année. Exactement. Et donc, du coup, la bouteille vaut 4 fois le prix d'une autre année. Ouais, alors 4 fois peut-être pas, mais tu prends des Sur exemples. Château Pétrus, par exemple, j'avais regardé des bouteilles et ça variait énormément. Et j'avais vu une année, je crois que c'était mon année de naissance, c'est-à-dire 88. 82, c'est un très très grand millésime. 82, 85 aussi, possible ou... Pas trop mal. Les meilleures années, alors à Bordeaux, donc là on parle de Pétrus, tu as 82. Après, en allant vers le plus récent, tu as 89-90, très bon. Tu as 82-90. Ouais, 89-90. Après, tu as millésime 99 et 2000 qui sont de très bons millésimes. 2005, très grand millésime. 2010. Voilà, il y a des millésimes comme ça à connaître. C'est différent en fonction des régions. Mais Je suis dégoûté parce que j'ai offert un jour à un voisin une bouteille de Château Pétrus et j'avais pris une bonne année exprès. Mais moi, j'ai jamais goûté personnellement. Et donc, du coup, la bouteille est passée dans mes mains. C'était une vieille bouteille. Elle était magnifique aussi en termes de design. Tu as l'impression d'avoir un vrai objet d'art, tu vois, avec la belle étiquette et tout. Complètement. Et du coup, depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut que je m'en rachète une pour moi quand même, pour tester. Faut goûter, évidemment. Faut goûter, ouais. Il y a des mecs, j'ai vu, je sais pas si t'as vu sur les réseaux sociaux, qui ont goûté du Pétrus. Parce que c'est quand même un sacrilège. Ils ont fait la sangria la plus chère du monde. La débilité humaine. Et donc, du coup, ils ont foutu toutes les sangrias, toutes les bouteilles de Pétrus dans une sangria. Putain. Ouais. Donc, avant de le goûter dans une sangria, il faut quand même le goûter. Évidemment, et avec une bonne viande. J'avais l'impression, en fait, j'ai aussi un petit côté de moi qui me dit ça se mérite un peu. C'est-à-dire que vu que j'en bois pas non plus beaucoup, je me dis je vais passer sur un Pétrus direct. C'est une bonne remarque. Prêt, tu vois. Je pense que c'est une bonne remarque. C'est vrai que finalement, c'est difficile d'apprécier, je pense, pour tout le monde, un vin qui coûte aussi cher. Il y a peut-être toujours une forme de déception parce que c'est absolument exceptionnel, mais c'est vrai que ça coûte de l'argent. Donc, je pense que pour apprécier au mieux, en effet, c'est bien peut-être commencer et d'apprendre le vin avec des vins peut-être plus accessibles. Une dernière question pour toi. J'ai toujours, moi, consommé en vin blanc depuis que je suis petit des bouteilles de Chablis que j'achète, tu vois, j'ai acheté au supermarché ou des choses comme ça. Ou de... Ah, j'ai oublié le nom. Je sais plus si c'était Chardonnay ou... Ouais. Il y avait une Chardonnay, mais j'ai oublié l'autre. Mais que j'ai toujours trouvé très bon, en fait, et ça m'a toujours bien convenu. À quel point c'est genre un truc bas de gamme ou à quel point c'est bon. Est-ce que toi, par exemple, t'en consommes je sais pas, le Chablis, non, le Chablis, même quand je vais au restaurant, je me prends un petit verre de Chablis, j'aime bien, tu vois. En fait, tu as différents trucs. Tu as petit Chablis et Chablis premier cru. Donc, tu as même des grands crus. Tu as des bouteilles de Chablis qui valent des centaines d'euros. Hein. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc, mais Chablis, en général, oui, évidemment, c'est une super appellation. C'est un peu une valeur sûre, j'ai trouvé dans le vin blanc. Complètement. Valeur sûre. Exactement, mais ça fait partie des valeurs sûres. Chablis, c'est des chardonnays, la plupart du temps, qui sont très bien faits. Mais encore une fois, même dans les Chablis, tu as différents niveaux. Mais oui, Chablis pour le coup. Et des chardonnays sinon aussi. Donc le chardonnay. Moi j'ai écouté que ça s'appelait le chardonnay. Donc alors ça je connais pas. Le chardonnay en fait c'est un cépage, donc c'est une espèce de raisin. Et par exemple le Chablis, c'est du chardonnay. Tous les vins, les vins de Bourgogne en règle générale sont des chardonnays. Le chardonnay est une composante très importante aussi des vins de la Champagne. Donc le chardonnay, c'est là par exemple pour le coup le chardonnay t'as de tout et de rien. Tu peux avoir des chardonnays qui sont très mauvais, et évidemment les plus grands chardonnays du monde qui sont les grands bourgognes. Et dans les vins blancs sur cette même gamme, t'en connaîtrais d'autres pour que parce que j'en ai un autre mais j'arrive pas à m'en rappeler là. Autour de Chablis en gros à peu près même gamme. Je prenais soit Chablis soit une autre qui était une valeur sûre et je trouve que là j'ai pas en tête comme ça mais ok non mais j'en prenais une mais j'ai oublié le nom du coup. Okay. Tu me diras peut-être que tu les as dans ta cave là mais peut-être du coup il faut que je regarde parce que c'était soit Chablis soit l'autre mais j'ai oublié le nom, c'est que je prenais plus de Chablis à mon avis. Mais ouais, en tout cas, moi, ça a toujours été vin blanc et vin rouge un petit peu moins. Et en fait, moi, le vin rouge, ça me fait un peu. Je vais finir sur une petite blague un peu comme ça, mais moi, ça me fait un peu dormir le vin rouge. C'est-à-dire que si tu me fais un bon dîner avec genre. Et que tu commences à me faire boire trop de vin rouge, moi, ça me fait dormir, quoi. Alors, je sais pas si ça fait ce même effet sur tout le monde. Mais tu vois, le vin blanc, moi, il est plus. On va dire, plus dynamisant, on va dire. Peut-être. Alors, peut-être parce que le vin rouge, du coup, tu l'associes plutôt à des plats qui sont assez gourmands, plus que peut-être que le vin. Donc en fait, c'est une bonne viande. C'est un tout. Donc du coup, quand tu as mangé ta grosse barbaque, le vin rouge, etc., il est possible que ça te fasse un effet. Mais il n'y a pas un effet, non, c'est pas prouvé que le vin rouge par rapport au vin blanc. Non, pas nécessairement. Okay. La différence entre les vins rouges et les vins blancs, c'est que dans les vins blancs, tu as plus de sulfite, en règle générale. Tu as aussi des vins sans sulfite. Et les sulfites, c'est ce qui va te donner peut-être mal à la tête. Mais tu n'as pas forcément ce côté. Côté j'ai envie de dormir, etc. Toi, j'ai déjà vu ça chez d'autres personnes qui me l'ont confirmé aussi. Ouais, je sais pas pourquoi. Écoute, si tu entends ça un jour, tu penseras à moi.
En tout cas, merci d'être venu jusqu'ici de Bordeaux pour qu'on puisse échanger. Ouais, merci à toi. Je suis content parce que le vin, on est en France, quoi. Donc, je pouvais pas passer à côté dans mon podcast. Et c'est cool de lancer son podcast. Tu vois, ça me permet de. Tu vois, je t'aurais rencontré dans un café. Là, au moins, j'enregistre le truc. Si un jour ça m'intéresse, tu vois, je peux me le revoir. Ouais. C'est le plaisir d'avoir un podcast, tu vois. Tu t'enregistres le moment. Après, alors, le vin et les spiritueux, c'est tellement large que là, on aurait pu discuter pendant des heures. Donc, ah ouais, c'est tellement profond comme truc. Ça, c'est clair. Après, du coup, donc, moi aussi, à titre personnel, donc on peut aussi même un peu parler de ça si tu veux. Mais parce que c'est un truc très important. Dans le vin, le marketing est assez faible, en tout cas pour l'instant de ce que je vois. Et en quelques mois, moi par exemple, j'ai réussi à titre perso à devenir le premier créateur de contenu sur Instagram dans les vins et spiritueux, parce qu'il y a un vrai océan bleu. Et pourquoi je dis ça? Parce que du coup les gens peuvent aussi me suivre, les gens qui écoutent le podcast, s'ils veulent en savoir plus. Je fais des vidéos assez courtes, assez accessibles, volontairement. Et après derrière, des choses peut-être plus complexes sur d'autres formats, plus long, mais voilà, si les gens, avec plaisir. S'ils veulent te retrouver, du coup, c'est ta page personnelle ou c'est sur Interstellar? Non, alors il y a ma page personnelle, il y a Interstellar évidemment si vous voulez suivre toutes les informations sur la plateforme en elle-même. Sinon, sur Instagram, moi c'est Louis de Bonnecase, Loulou DBC, mais en tapant Louis de Bonnecase, on trouve assez facilement. Louis de Bonnecase, B-O-2-N-E E-C-A-Z-E. C-A-Z-E, ok, donc voilà. si les gens veulent te retrouver avec plaisir. Je mettrai le lien aussi du guide dont tu parlais là pour aider à investir, non, ou à découvrir les vins. Tu m'as dit que tu avais un lien pour télécharger un guide. Ouais. Donc ça, je le mettrai dans la description YouTube. Carrément. Je mettrai aussi ton profil du coup Instagram directement, tous les liens pour te retrouver. Super. Voilà, écoute, encore merci, c'était un plaisir et je pense que les gens vont beaucoup aimer le vin dans la tech, j'allais dire la tech dans le vin, mais c'est comment la tech en fait va faire changer les codes du vin dans les prochaines années. Complètement. C'est super intéressant. Donc voilà, encore merci infiniment d'être venu et puis je te dis à bientôt. Merci à toi Andrea. À bientôt.